Aujourd'hui, on parle d'hormonothérapie avec Dr Gabrielle Landry qui se passionne de tout ce qui concerne les hormones. Donc, on va parler de ménopause, de périménopause, de médecine trans, même un petit peu d'andropause pour les hommes. Donc, on va toucher à un petit peu tout pour vous aider à mieux comprendre toutes les transitions de la vie que vous pourriez vivre, surtout chez la femme. Donc, elle est vraiment passionnée de santé de la femme. Donc, de mieux comprendre, bien, il y a plein de symptômes que vous pouvez vivre. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Puis, c'est quoi les différentes options que vous pouvez avoir à votre portée pour vous aider à les vivre de manière plus harmonieuse. Donc, suivez-nous pour cet épisode de mon podcast. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Dr Gabrielle Landry qui se spécialise en hormonothérapie. Donc, bonjour Gabrielle, merci d'être ici aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. Faut pas oublier que je suis médecin de famille avec une expertise en hormonothérapie. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ton parcours? Comment tu as fait à te rendre justement à faire de l'hormonothérapie? Oui, c'est un beau parcours. En fait, que je suis très contente d'avoir fait parce que quand j'ai commencé ma pratique, comme tout le monde, je cherchais, comme la majorité des médecins qui sortent de la médecine familiale, je cherche un prème, je cherche qu'est-ce qu'ils vont faire un petit peu. Puis j'avais vraiment un intérêt très marqué pour la santé de la femme, santé sexuelle. C'est pour ça que j'avais fait un stage pendant ma résidence à la clinique L'Actuelle, puis à la clinique A qui a ouvert. En tout cas, c'était une clinique de santé sexuelle dans le Vieux-Montréal. Puis finalement, en tout cas, j'ai comme un peu laissé tomber justement la prise en charge générale que je devais faire. J'avais trouvé un prêt à Montréal pour pouvoir pratiquer à Montréal. Puis là, ils m'ont dit, je me rappelle, c'était mon mentor, Dr Stebin, dans le temps, qui m'a dit, mais là, c'est toi ça va être ta vie, hein. Fait que, tu sais, même si t'es un prêt à Montréal, tu peux aller travailler où tu veux avec ce prêt-là. Puis là, je me sentais très mal de laisser tomber les gens avec qui j'avais comme un peu une entente. Mais bon, j'ai priorisé ce que j'aimais, puis ma passion, c'était vraiment plus santé de la femme. Puis à ce moment-là, là, comme j'ai commencé à faire santé de la femme, j'ai beaucoup dans les maladies vulvo-vaginales, là. Dr Stebin, il était vraiment beaucoup là-dedans, lichen scléreux et autres problématiques vulvodynie, dyspareunie. Puis, comme c'est une clinique qui était sœur avec la clinique L'Actuelle, mon prême était en VIH. Et population vulnérable. Fait que j'ai commencé là, j'ai fait du VIH et par ma connaissance en hormonothérapie VIH et population vulnérable, c'est là que j'ai été mis en contact avec beaucoup de personnes trans. Et c'est là que les médecins de L'Actuelle qui me voyaient, moi j'étais la petite jeune là, qui faisait du VIH, tous les médecins étaient là depuis 20-30 ans. Puis moi je t'arrivais, puis là ils me montraient les médicaments qui étaient plus compliqués. On n'avait pas vu beaucoup ça là, dans notre résidence. Donc là, je me suis habituée à tout ça, puis c'était vraiment intéressant. Mais ils m'ont dit, tu sais, on a une population qui n'est pas desservie, qui est vraiment les trans, parce que justement, nous, on connaît moins ça. Fait que toi, vu que tu connais la santé de la femme, puis tu as une expérience avec ces populations-là, tu commences à prendre ça en charge. Puis je dis, oui, c'est une bonne idée. Donc, j'ai commencé à doser les hormones avec les personnes trans pour bien aussi comprendre quel niveau d'hormones, tu sais, parce qu'il y a les lignes directrices, qu'est-ce que tu devrais avoir comme niveau d'hormones, mais aussi comment que les gens se sentent confortables, comment optimiser les transitions aussi. C'est vraiment différent quand tu prescris à des personnes trans, c'est des niveaux un petit peu plus élevés. Peut-être qu'on t'habitue, je me suis habituée un petit peu à doser puis à comprendre comment les hormones agissent avec le corps, justement avec les personnes trans. Puis, c'est ça. Fait qu'après ça, le reste, mon année, la liste d'attente, comme je te disais un peu avant de commencer. Donc, beaucoup d'attentes. Les gens, on avait une prise en charge. On avait comme, 1000 patients en prise en charge en médecine familiale. Puis là, j'avais 2 en attente sur la liste. Puis là, j'essaie de former d'autres médecins à L'Actuelle parce qu'il y a plein de gens qui voulaient faire du trans. Puis c'est vraiment une médecine super le fun, vraiment, à pratiquer. Mais comme moi, je voulais en faire plus. Puis comme je voyais mes patients qui arrivaient déjà plus hypothéqués parce que la dysphorie de genre avait progressé le temps qu'ils me voient. Je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, je suis allée au privé depuis 2021. Puis après ça, il y a eu l'automéno. Puis là, il y a eu toute la saga des hormones bioidentiques. Puis là, ça a comme pris une ampleur un peu que j'aurais pas pu m'attendre. Mais c'est pas mal ça, l'histoire, en gros. Oui, c'est ça, parce que quand on parle d'hormonothérapie, pour la majorité des gens, oui, il y a la médecine trans, mais il y a aussi beaucoup la ménopause, périménopause. Fait que si ça te va, on pourrait commencer justement pour parler de la ménopause, parce que beaucoup de gens, on a tout un peu une idée de ce que c'est, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Fait que j'aimerais ça que tu prennes le temps, juste au début, de nous expliquer un petit peu c'est quoi la ménopause pour quelqu'un qui aurait aucune idée, en fait, de ce que c'est. Oui. À la base, la définition plus simple des sociétés savantes, c'est vraiment un an d'absence de règles. Donc, dans le fond, c'est vraiment, il faut que tu n'aies pas eu du tout de règles. Puis à peu près dans l'âge, là, tu peux avoir d'autres causes d'aménorrhée quand tu es plus jeune, mais autour de 50 ans, 51 ans en moyenne. Après ça, il y a toute une période avant ça de débalancement où tu peux avoir des longues
période où justement où tu n'as pas de règles, mais vraiment, c'est 1 an d'absence de règles, puis souvent accompagné de symptômes qui sont peu discutés, on pourrait dire. Typiquement, c'est les bouffées de chaleur. Il faut vraiment que tu aies des bouffées de chaleur pour avoir accès à un traitement. Mais il y a tout plein d'autres choses qui se passent au niveau métabolique aussi. L'estrogène régule beaucoup de nos fonctions vitales. Les hormones les hormones principalement, beaucoup d'hormones, mais principalement, on parle d'estradiol et de progestérone, régulent plus que de 300 fonctions. Il y a beaucoup de récepteurs dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on voit autant de symptômes de tous les systèmes. C'est pour ça aussi que je trouve que les médecins de famille sont vraiment bien... en fait, c'est eux qui devraient le plus peut-être être en première ligne pour comprendre l'impact à tous les niveaux. Parce que c'est pas juste l'utérus, c'est pas juste les bouffées de chaleur, c'est vraiment comment les hormones réagissent partout dans le corps, puis comment cette multitude de symptômes-là peuvent être pris en charge. Des fois, ça peut devenir lourd pour les médecins de famille qui ont comme tout, qui voient la femme dans la quarantaine, qui tout d'un coup, elle se met à avoir tous les symptômes, puis là, ils sont comme, c'est la crise de la quarantaine. C'est comme, oui, il y a du stress, oui, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie d'une femme dans la quarantaine avec les enfants, la carrière qui devient de plus en plus importante, mais il y a définitivement quelque chose d'hormonal qui vient avec la sénescence des ovaires graduelle, je te dirais, jusqu'à l'arrêt complet, là, vers 50. Donc, en résumé, dans le fond, la ménopause, c'est la transition. Oui, on sait entre menstruation, plus de menstruation. Mm-hmm. Mais c'est dans le corps, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est les changements au niveau de la production d'estrogène, progestérone qui causent ces symptômes-là. Puis ma question, c'est un peu, puis pourquoi le corps n'arrive pas à faire cette transition-là sans être autant symptomatique? Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui présentent des symptômes. Fait que j'aimerais que tu nous expliques peut-être un petit peu plus qu'est-ce qui se passe en termes de transition dans le corps de la femme. Mais c'est sûr que, tu sais, on a beaucoup de follicules. Tu sais, il y a toute la sénescence qui fait qu'on naît avec beaucoup d'ovocytes, puis on en perd graduellement. Fait que, il y a comme, en fait, tous nos organes vont venir à une sénescence à un certain moment. Puis moi, je dis souvent à mes patientes, parce que oui, ils vont souvent dire, tu sais, en même temps, c'est ça, c'est le vieillissement normal de nos organes. Mais quand tous nos organes vieillissent, c'est pour ça qu'on est là, les médecins, hein, les cardiologues, le cœur vieillit. Tu sais, il y a plein d'organes qui vieillissent, puis on va les traiter. Tandis que quand les ovaires, eux, vieillissent, c'est normal. Tu sais, tu devrais juste vivre avec. Mais c'est ça, en effet, il y a tellement de symptômes parce que c'est le corps, le manque d'estrogène perturbe ta thermorégulation. Là. Il va y avoir c'est vraiment comme au niveau de ton cerveau que ça va se passer. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'impact au niveau du cerveau. Puis c'est pour ça qu'on voit aussi en termes de bénéfices, quand les gens commencent plus tôt, justement, la transition ménopausique, comme dans l'étude Wild, là, qu'on peut parler un petit peu des bénéfices. Là, mais c'est ça. Donc, on parle beaucoup de prévention cardiovasculaire, d'ostéoporose puis de démence parce que l'estrogène est présent partout. Donc, c'est sûr que ça, c'est un symptôme assez clé parce qu'on sait qu'une femme qui a plus de bouffées de chaleur, elle a un plus grand risque cardiovasculaire aussi, là, parce que ça, des bouffées de chaleur qui fait que tu te réveilles plusieurs fois par nuit, tu dors moins bien. Tu sais, tout est relié, mais c'est vrai que c'est le principal symptôme dont on parle, tandis qu'il y en a tellement qui est lié à cette sénescence-là des ovaires qui est comme... Puis souvent, mes patientes aussi, justement, quand on parle de choses qui sont naturelles, tu sais, dans les années, c'est en 1938, je pense que les antibiotiques ont été inventés, mais c'est comme si le corps n'a pas suivi le fait que l'espérance de vie humaine a vraiment aussi beaucoup augmenté. Avec les antibiotiques, avec tout ce qu'on a. Fait qu'il y a vraiment tout ça, tu sais, il y a plusieurs théories à pourquoi que les femmes ont la ménopause, mais j'essaie de m'attarder quand même aux différentes opinions qu'on voit, mais tu sais, c'est juste que finalement, je pense que le corps n'est pas fait pour vivre sans hormones, mais le corps, maintenant, on vieillit vraiment plus longtemps, on vit vraiment plus longtemps qu'avant, donc c'est un peu... ouais, c'est compliqué. Mais quand on parle de... Ouais, c'est ça, je sens que c'est complexe quand même, hein? Mais la ménopause, est-ce que c'est... Bon, on dit 1 an sans règles. Puis ensuite de ça, est-ce que c'est combien de temps que ça dure, cette transition-là, cette ménopause-là? Puis pour après, est-ce qu'on est post-ménopausé comme on est ou on est toujours après en ménopause une fois qu'on n'a plus de règles? Bien, c'est ça. Fait que ça va dépendre à qui tu parles. Mais en général, c'est vrai que les sociétés savantes vont dire que tu as la tu as la ménopause, puis tu as la post-ménopause. Pour moi, puis pour plusieurs médecins en hormonothérapie, puis de plus en plus, là, même quand je suis allée au Menopause Society, ils vont parler de plus en plus que la ménopause, c'est un état qui est chronique. Quand tu n'as plus de symptômes, tu n'as plus nécessairement de symptômes de ce grand débalancement-là, ce grand chamboulement-là qui peut durer comme, mettons, en moyenne 7 ans, là, quand on parle des bouffées de chaleur, environ. Mais même l'état post-ménopause qui n'a plus de bouffées de chaleur, il y a un impact quand même partout. Il y a un impact de ne plus avoir d'estrogène au niveau de ton cœur, il y a un impact au niveau de tes os, au niveau de ton cerveau. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment, dès que tu es ménopausée, tendre dans cette ère de déficience-là, qui va être comme le tiers ou même plus de ta vie quand même. C'est une grande, grande période pour les femmes. Donc, pour moi, en fait, personnellement, je trouve pas qu'il y a de post-ménopause parce que l'impact du manque d'hormones est toujours là. Mais c'est vrai qu'on établit ça un petit peu, ce post-ménopause-là, en disant, bon, là, t'es correct, là, t'as plus de symptômes, ben, que ça va bien. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent me voir puis dire, moi, j'étais chanceuse, j'ai pas eu de bouffée de chaleur, fait que j'ai pas eu à prendre d'hormones, mais
c'est un peu le contraire. Fait que je leur dis, vous n'avez même pas eu le droit d'avoir la discussion avec votre médecin parce que vous n'aviez pas l'indication officielle d'avoir des bouffées de chaleur, donc de pouvoir prendre l'hormonothérapie, mais vous n'avez pas pu bénéficier des autres bénéfices, justement, de la prévention, des autres choses qui ne sont pas discutées avec les médecins, que les femmes ne sont pas au courant. Tu sais, qu'il y a des... Parce que parce que j'imagine que vous ne limitez pas aux bouffées de chaleur pour... C'est ça. En fait, je trouve que les femmes ont le droit d'avoir la discussion, d'avoir l'option. Tu sais, de voir que, en effet, oui, l'indication officielle, c'est vraiment d'avoir des bouffées de chaleur intenses, mais tu sais, les bouffées de chaleur, c'est un signe d'alarme que le corps te lance. Tu sais, c'est quasiment, faut être soit chanceuse d'en avoir justement pour avoir cette discussion-là puis pour bénéficier des hormones, mais qu'on sait qu'ils sont là pour d'autres choses, pour tellement d'autres fonctions vitales qui sont importantes. Donc, c'est sûr qu'il y a des femmes que, par exemple, le sommeil, il y a des femmes qui vont me dire, j'ai pas de bouffée de chaleur, mais j'ai vraiment des troubles du sommeil importants. Puis parfois, seulement avec l'hormonothérapie, on a des bénéfices au niveau du sommeil. Donc quand même, si tu dors moins bien au niveau cardiovasculaire, tu sais, tout est interrelié. Fait que c'est vrai qu'on a des études vraiment avec l'hormonothérapie puis la prévention cardiovasculaire. Là, ça a été quand même bien établi. Fait que ça, les femmes, ils devraient se le faire dire à tout le moins. Tu sais, vous savez qu'il y a telles études, puis c'est différent si vous prenez tel type d'hormone versus tel type d'hormone, parce que là, encore là, la raison pour laquelle on donne pas d'hormones en prévention, c'est à cause que l'étude Y dit que c'est pas indiqué puisqu'il y a une analyse risque-bénéfice. Mais on n'utilise plus ces hormones-là. Tu sais, le Premarin, le Provera, qui sont des hormones synthétiques. Le Premarin, qui est quand même, tu sais, c'était pas une mauvaise hormone. En fait, il y a pas de mauvaise hormones, mais tu sais, il y a des hormones qui sont plus sécuritaires, je pourrais dire, là, à prendre. Donc, le risque-bénéfice va être beaucoup plus en faveur du bénéfice quand tu parles du bioidentique. Là. Tu sais, quand, par exemple, tu mets du gel, comme ça, tu passes pas par le foie, on n'augmente pas le risque de caillots dans les études. Puis les progestatifs synthétiques, là, comme le Provera ou comme on voit dans le Stérilet ou certains contraceptifs oraux, bien, à ce moment-là, c'est vraiment différent que la progestérone micronisée ou Prométrium, qui est vraiment plus sécuritaire dans les études. Mais c'est sûr que, en effet, l'étude Y va toujours rester le gold standard, puis c'est la plus grande étude qui va jamais avoir été réalisée, puis je pense pas, en fait, il y aura jamais d'autres, là, je peux... Ça, c'était en 2000... Ouais, 2002, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est là que ça a tout changé, hein, parce qu'il y a juste plein de questions qui me viennent avec tout ce que tu dis. Je suis comme, OK, on veut parler de ça, on veut parler de ça, on veut parler de ça, mais on va y aller un à la fois, là. Mais juste pour justement parler de cette étude-là, parce que ça a tout changé. Je pense qu'il y avait presque 30% des femmes qui étaient sur hormonaux qui a chuté à 5% après cette étude-là. Aux États-Unis, c'est comme de 40 à 4, hein, fait que ça doit être pas pire comme données que t'as, là, mais c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, avant l'étude Y, tout ce qu'on avait comme littérature... C'est quoi l'étude Y? Dans le fond, c'est... Bien, avant l'étude Y, justement, tu sais, on savait qu'il y avait... les études qu'on avait, il y avait des études observationnelles, mais il y avait quand même des bonnes études randomisées, contrôlées, qu'on voyait quand même qu'il y avait des bénéfices en prévention, là, au niveau cardiovasculaire, entre autres. Puis ils disaient souvent ça, que des fois, les cardiologues faisaient des round tables pour comment augmenter l'adhérence des femmes à l'hormonothérapie, tellement qu'ils voyaient qu'il y avait des bénéfices importants, tu sais. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis après ça, bien, il y a eu le pré-Y puis le post-Y. Puis, tu sais, nous, depuis le post-Y, les médecins qui font de l'hormonothérapie, on célèbre toutes les petites batailles là, de l'INES qui va, OK, on essaie d'augmenter la visibilité puis l'accessibilité et tout. Mais les médecins qui ont été dans les années 80-90, avant Y, eux sont découragés parce qu'ils disent, on a tellement beaucoup de chemin à reprendre parce qu'on a tellement reperdu. Tu sais, quand Y est arrivé, après ça, c'est justement fait. Donc, c'est une étude qui était chez des femmes plus âgées. Vraiment avec une énorme quantité de femmes, vraiment plus âgées, d'âge moyen à 63,5 ans. Donc, c'était pas du tout les femmes qu'on donne l'hormonothérapie en général. Hein. On essaie de le donner le plus tôt possible pour pas attendre que l'inflammation puis les problématiques arrivent plus tard. Donc, ces femmes-là, probablement qui avaient déjà des maladies cardiovasculaires, ils étaient un peu plus malades parce que justement, en moyenne, ils étaient plus âgés. Donc, à peu près 13 à 14 ans après leur ménopause. Puis on leur a donné des hormones synthétiques. Donc, le Premarin, estrogène conjugué équin, donc mélange d'estrogène là-dedans, puis quand même qui était positif là, sur plein de niveaux. Là, même les femmes qui n'avaient pas d'utérus, on leur donnait juste le Premarin. Tu sais, il y avait comme 2 branches. Puis les autres qui avaient un utérus, on n'avait pas le choix de donner une progestine à ce moment-là. Bon, il avait donné le Provera. Et puis, les femmes qui avaient juste pris du Premarin avaient une diminution du risque de cancer du sein. C'est quand on rachetait la progestine qu'on venait annuler un peu ce bénéfice-là. Donc, c'est de là l'origine des hormones qui donnent le cancer du sein. Donc, c'était juste lié avec une des 2 hormones, puis en plus, une hormone qu'on ne donne plus maintenant. Puis ça fait un drame. Puis ça a été ça là, dans les headlines là, journalistiques qui fait que les femmes ont eu peur, puis tout le monde a cessé. Puis là, les antidépresseurs, les somnifères, tout s'est mis à augmenter. Donc, en effet, cette grande diminution-là de la prise a eu un impact important sur la santé des femmes. Ça a fait reculer beaucoup, là, même l'éducation. C'est comme tout le monde a eu peur. Même là, les médecins. On a arrêté. Oui, les médecins, la recherche. Tu sais, tout est un petit peu là, on a peur, là, on va prendre un pas de recul. Puis
Fait que ça a vraiment eu un impact important. Puis malheureusement, ben c'est ça. Tu sais, moi, j'ai juste un peu les baby boomers, là, qui est la génération de nos mères, pas mal, là, tu sais, qui n'en ont pas bénéficié. Puis je trouve ça vraiment triste parce que je les vois dans ma pratique. Puis ils sont comme, tu sais, moi, j'ai manqué le bateau. Mais OK, il y a encore peut-être des bénéfices. Vous avez commencé à avoir une baisse de densité osseuse. Puis il y a des recommandations officielles pour la prévention de l'ostéoporose. Fait que, tu sais, il y a quand même quelque chose qui peut débuter plus tard. Mais ça, on pourra en reparler. Fait que, bref, cette étude-là, ça a été vraiment difficile, je pense, que pour les femmes qui ont fait reculer. Puis là, ben, on a un peu le contre-coup parce que là, c'est vrai que tout le monde dit « Ah, la bioidentique, tout le monde parle de ça. » Mais en même temps, c'est ça, tu sais, quand il y a eu un gros recul, à un moment donné, il faut qu'il y ait une avancée. Fait que c'est comme 2 poids, 2 mesures. Hein. Mm-hmm. Ouais. Mais justement, pour bioidentique classique, je pense que tu l'as bien nommé. Là. Je pense que les gens comprennent que bioidentique, c'est identique à nos propres hormones. Puis, ce que tu dis, dans le fond, c'est que est-ce que les risques avec les bioidentiques, il y en a un, mais qui est faible ou pas du tout? Ça dépend de quel type. Tu sais, en même temps, c'est sûr que de manière générale, c'est plus sécuritaire. Puis, tu sais, même si on regarde les recommandations de l'INES, on n'a pas d'études d'aussi grande qualité que le Y. OK? Fait que c'est justement ça, c'est une question de qualité d'études. Mais on a quand même des très bonnes études. Puis, on a quand même une bonne quantité. Mais bref, ça pour dire que la plus sécuritaire forme d'estradiol, en fait, c'est d'estrogène, on pourrait dire, c'est l'estradiol. OK? Estradiol 17 bêta. Donc, ça, c'est vraiment la même hormone que le corps produit. Tu sais, on a 3 types d'hormones. On a l'estradiol, l'estriol et l'estrone qu'on produit, que nos ovaires produisent, bon, bref, dans le corps humain. Après ça, il y a comme les estrogènes qui sont synthétiques, donc ce ne sont pas la pilule contraceptive, l'éthinyl, l'estradiol, les hormones ménopause, plus comme le prémarin, dérivé de l'urine de jument gravide. Mais si on veut rester ça simple, dans le fond, le bioidentique, c'est la même molécule que le corps produit. Mais oui, c'est reproduit en laboratoire. Fait que c'est une forme quand même qui est reproduite en laboratoire. Donc, bref. Après ça, ce qu'on voit, c'est que si on peut le donner, par exemple, par la bouche, là, comme l'estrace, l'estrace est quand même plus sécuritaire, par exemple, que le prémarin ou que l'éthinylestradiol, qui est plus fort, qui se veut anovulant, le plus jeune. Donc, l'estrace, quand c'est pris en comprimé, même si c'est bioidentique, ça a vraiment un très, très faible risque thromboembolique. Okay? Mais c'est sûr que plus on vieillit, c'est comme n'importe quoi, plus on vieillit, plus on arrête de plein de choses. Bon, la vieillesse, les artères et tout ça. Donc, moi, c'est sûr que plus les femmes vieillissent, plus je vais aller vers la forme transdermique. Puis c'est ça qui a été gagné avec l'automéno, parce que ça, on a réussi à avoir le remboursement pour l'estrogel sans nécessairement avoir une contre-indication ou une indication médicale qui méritait qu'on passe par une forme transdermique. Donc, bref, l'estradiol transdermique, sous forme de patch, sous forme de gel. Même dans les études chez les patientes qui ont des mutations de la prothrombine, facteur 5 de Leyden, antécédents de Caillot, ils peuvent le prendre. Ouais. Fait que c'est ça dans ces études-là. Mais c'est pour ça que dans les recommandations, les lignes directrices, on ne différencie pas les types d'hormones. T'sais. Fait que c'est vraiment, quand on comprend bien la littérature puis on est capable d'individualiser notre thérapie, ça peut être très sécuritaire. Puis après ça, la progestérone micronisée, ce qu'on a dans les études, c'est que c'est sécuritaire de manière générale dans la très grande majorité des études, quand on ne confond pas aussi les progestines puis la progestérone. Parce qu'encore maintenant, puis tu vois, je suis allée dans une conférence dont je te parlais, le Menopause Society à Orlando, ils vont encore dire progesterone IUD. Ils vont souvent dire ça. Puis là, je leur dis, ben non, c'est pas de la progestérone. C'est une progestine. Puis c'est un profil de sécurité qui est vraiment différent. Fait que encore les sociétés savantes qui donnent les conférences internationales confondent encore les progestines et la progestérone. Donc, c'est des fois, si on lit une étude, puis on se dit tout le long, on est comment? On se dit, OK, ça augmente le risque. Ah, mais c'était pas une progestérone micronisée qu'ils prenaient, c'était une progestine. Des fois, même dans les documents scientifiques, c'est mélangeant. Je peux pas croire comment les médecins sont mélangés après ça, puis les patients. Ben c'est ça, exact. Ils savent plus. Puis, en résumé, c'est la progestérone micronisée avec un estrogène qui est transdermique, qui est le plus sécuritaire. Estradiol, idéalement, oui. C'est-tu parce qu'on bypass justement le foie, parce que quand on le prend par la bouche, je pense que c'est ça qui fait que ça passe par le foie, ça augmente tes facteurs coagulants, et donc ton risque de thrombose, c'est petit, mais ça augmente, alors que transdermique, il n'y a pas cet effet-là. C'est ça, le premier passage hépatique. Tout est métabolisé par le foie, hein? Toutes les hormones, dans le fond, mais c'est le deuxième. Fait que, le premier passage, en effet, c'est lui qui est peut-être un peu plus à risque avec le niveau thromboembolique. Fait qu'on veut éviter ça. OK. Ouais. Puis une question que j'ai depuis tantôt, par rapport à, parce qu'on a parlé de la ménopause, finalement, est-ce que ça se termine pas? Puis aussi dans les lignes directrices, ils disent, OK, ben de réévaluer chaque année si on en a besoin. Mm-hmm. Donc, comment on évalue si une femme doit continuer à prendre de l'hormonothérapie, la dose, si on diminue? Est-ce que les femmes doivent rester à vie sur l'hormonothérapie par la suite? C'est sûr que je dirais que le mot d'ordre, c'est individualisé, OK? Mais moi,
que je constate, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui se font arrêter leurs hormones parce qu'ils doivent l'arrêter. Ça, pour moi, c'est pas une vraie raison d'arrêter. Tu dois l'arrêter, non. C'est une analyse risque-bénéfice, mais après ça, si tu regardes avec les hormones bioidentiques, le risque-bénéfice est souvent en positif. C'est souvent plus bénéfique que risqué. Donc, c'est pour ça que tout est une question du type d'hormone puis de la patiente. Mais de manière générale, moi, je fais pas ça, là, vous devez sevrer, il faut commencer à sevrer. C'est pas vrai. Puis, il y a des études qui démontrent que les femmes, quand ils cessent ces hormones, le risque cardiovasculaire augmente, le risque de fracture aussi. Fait qu'il y a des choses, il y a des risques à cesser aussi. Il y a des risques à ne pas prendre. Ouais. C'est ça qu'on ne discute pas assez parce qu'on a de la littérature à ce niveau-là. Puis le fait qu'on n'en discute pas, c'est à cause de la peur des hormones, qui est avec des hormones qu'on n'utilise plus. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui est comme un peu... qui est plate pour les femmes. Mais comment je fais pour savoir justement, tu sais, avec mes patientes que je vois, qui désirent, disons, à ne pas être toujours sur les hormones, comment on évalue si une patiente bénéficie encore des hormones ou est-ce qu'on essaie de diminuer, puis s'il y a des symptômes, on arrête? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, justement, qui me posent la question de comment savoir, en fait, comment on évalue, puis comment on gère, justement, la cessation ou qu'on continue, justement. Oui. Bien, en fait, si la patiente, c'est son désir de cesser, par exemple, parce que ça arrive, c'est sûr que c'est peut-être pas la majorité de ma patientèle, dans le contexte où souvent, ils se sont fait arrêter, puis ils se sentent pas bien, puis le sommeil, c'est ça. Mais moi, je leur dis, écoutez, si c'est votre désir, parce que pour des raisons financières, pour nous, c'est remboursé, mais tu sais, les patchs, bon, si jamais il y a encore un coût à ça ou parce que vous êtes juste tanné, moi, je dis oui, ça se peut que là, il y ait des petits risques qui peuvent réaugmenter. On n'a pas énormément d'études si tu arrêtes à 75 ans, en effet, par rapport à ton espérance de vie puis ce que tu vas venir vraiment bénéficier. Mais je le constate dans l'énergie des patientes. C'est sûr que moi, je pense que j'ai un biais de sélection du fait que les femmes viennent me revoir parce que ça va pas bien quand ils les cessent, même quand ils ont 70, 75 ans. Mais je leur parle quand même du fait qu'en effet, tu sais, l'estrogène est important pour la densité osseuse, qui est la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Ça va être justement les fractures de hanche. Fait que, c'est sûr que je suis peut-être pas la personne qui va les convaincre de cesser avec ce que j'ai comme information. Mais si c'est ça leur désir, ils peuvent y aller graduellement, comme on ferait un sevrage de n'importe quel médicament. Là. Par exemple, tu prends une patch ou tu peux couper ta patch, le corps, puis aller graduellement, puis voir comment ça va en fonction de tes symptômes. Mais c'est ça, tu sais, même c'est pas parce que tu n'as pas de symptômes que ton corps en souffre pas, tu sais, qu'il n'y a pas un impact au niveau de tes artères, au niveau de tes os. Ouais. Donc, de dire qu'il faut toujours avoir une souffrance pour avoir accès aux hormones, puis que les femmes ne soient pas du tout informées qu'il y a un aspect de bénéfice quand même de prévention, même si c'est pas l'indication officielle, je trouve que c'est pas la meilleure pratique. Oui, parce qu'elles y ont droit quand même. Je pense que c'est ça. Puis tu le mentionnes, c'est un peu de peur, ou même toutes les femmes, même on pourra parler de la périménopause aussi, parce que les femmes, comme tranquillement, commencent à avoir un changement. Ils ont peur, ils savent pas, ils entendent plein de choses. On entend beaucoup de choses par rapport aux hormones, même encore si ça l'a évolué. Fait que pour moi, c'est un petit peu d'amener de la lumière sur ce que c'est. Puis de ce que j'entends de ta pratique souvent, c'est qu'ils sont mieux sur les hormones, donc on les maintient. C'est ce que je constate, oui. Oui. Puis comment tu expliquerais justement la périménopause, comme quand ça commence, comment on l'identifie? Surtout, il y a des femmes, est-ce qu'on les met sur la pilule? Parce que si on n'en parle pas, mais les risques de la pilule contraceptive sont plus grands que l'hormonothérapie. Mais ça, il n'y a pas eu d'études fait qu'on n'en parle pas. Mais je voudrais voir comment tu gères. Puis premièrement, c'est quoi pour toi la périménopause? Oui. Bien, en fait, il y a la pré puis il y a la péri. Ouais. Fait que la pré, ça peut être à partir de 35 ans, puis souvent les règles sont encore régulières de manière générale. OK? Puis la péri, c'est là qu'on va commencer à avoir des irrégularités menstruelles. Dans les définitions, c'est un petit peu ça. Fait que, mettons, de 35 à 45, ça peut être la pré, puis de 45 jusqu'à temps que tu aies ta ménopause, ça serait la péri. OK, bon. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Oui puis non, dans le contexte où des fois, les types d'hormones qui vont être prescrits vont être différents. Puis c'est vrai qu'en effet, la discussion, il faut qu'elle soit, savoir éclairer, là, savoir est-ce que la patiente avait encore un désir de grossesse, parce que c'est vrai que je suis une jeune fille, mais à 35 ans, que je suspecte qu'elle est en préménopause, qu'elle a besoin d'une contraception, qu'elle vient d'avoir ses enfants. Moi, je dis souvent à mes patientes, si t'as eu des enfants, puis il me semble que là, ça fait comme 20 ans que tu t'occupes de la contraception, ton chum, il peut peut-être aller se faire une vasectomie, puis on peut procéder avec du bioidentique, par exemple, plus sécuritaire. Mais si c'est ton désir de la reprendre, c'est vrai qu'un anovulant, bien souvent, ça va empêcher les fluctuations hormonales, puis ça va venir remplacer, d'une certaine façon, tes
les hormones. C'est sûr que c'est un progestatif synthétique. J'ai de mes collègues en hormonothérapie qui aiment moins les progestines à cause, l'étude White, quand on voit le risque cancer du sein, il y a toujours quand même des petits risques. Il est un petit peu plus pro-inflammatoire, cette molécule-là. Mais chez des jeunes femmes qui ont besoin de contraception, moi, je suis pas complètement à gauche ou à droite. Là. Tu sais, je pense qu'il faut, comme médecin aussi, il faut être capable d'offrir quand même plusieurs options puis d'être ouverte. Mais tout ça pour dire que je te dirais que de manière générale, si la patiente ne veut pas avoir de contraception, puis c'est souvent quelque chose qui, encore un autre biais de sélection, parce que souvent, ils ont déjà vu leur médecin, ils se sont fait proposer la pilule, le stérilet, les antidépresseurs quand ils ont plein de symptômes de l'humeur là, pendant les SPM. Puis souvent, ils veulent pas ça ou ils l'ont essayé, puis ils veulent essayer autre chose. Fait que moi, on va essayer le bioidentique, puis on va voir. Mais c'est vrai que plus on va vieillir, par exemple, à partir de 35 ans, là, c'est sûr qu'il faut exclure d'autres causes, insuffisance ovarienne précoce, ovaire polycystique. Il y a plein de choses que je vais aller évaluer quand ils sont un peu plus jeunes, troubles dysphoriques prémenstruels. Mais si vraiment j'en viens à la préménopause, c'est plus souvent de la progestérone, des fois, qui va être donnée. Des fois de manière cyclique de l'ovulation jusqu'aux règles, des fois tout le mois, ça va dépendre un petit peu des symptômes, mais on va essayer de remettre un petit peu, de reproduire un peu le cycle naturel, je te dirais. Fait qu'on ovule à l'ovulation, c'est là qu'on libère la progestérone naturellement. Donc c'est pour ça qu'on veut remplacer la progestérone dans ces 2 semaines-là du cycle. Certaines études, on n'a pas beaucoup d'études sur la progestérone seule. C'est beaucoup une chercheure du BC qui s'appelait J.D. Pryor, qui est plus âgée maintenant, puis son centre de recherche, malheureusement, n'a plus lieu, mais elle a beaucoup étudié la progestérone. Puis elle, en fait, ce qu'on notait dans les études, c'est que les femmes avaient une diminution de l'impression d'avoir, pas seulement du nombre de bouffées de chaleur, mais d'avoir moins de bouffées de chaleur. C'est comme subjectif. OK. Puis dans le fond, il y avait une amélioration au niveau de l'énergie dormait mieux, de manière générale. En préménopause? Oui, en préménopause. Avec la progestérone seule. Mais on n'a pas beaucoup d'études à ce niveau-là. Puis, mais moi, je le vois dans ma clinique. C'est sûr, ils vont parler de l'effet placebo. Il y a peut-être le placebo, il est partout pour tous les médicaments qu'on prescrit. Mais moi, je le vois vraiment là, que les femmes dorment mieux. On sait que la progestérone, quand on la prend par la bouche, elle va être transformée en allopregnénolone par le foie, puis ça va interagir au niveau des récepteurs GABA. Donc, on a vraiment un effet relaxant. C'est vraiment une hormone calmante qui aide à dormir, anxiolytique, diurétique. Puis moi, cliniquement, c'est ce que je vois aussi. Donc, après ça, plus on avance, justement, on a peut-être des périodes plus anovulatoires. Donc, c'est pour ça qu'à l'ovulation, on a moins de progestérone. Donc, c'est plus ça qu'on voit diminuer la progestérone dans les premières années de la préménopause. Mais plus on avance, puis plus l'estrogène aussi va se mettre à fluctuer. On pourrait dire, oui, de manière un peu plus chaotique, mais graduellement, va quand même se mettre à diminuer. Donc, à un moment donné, quand tu vas avoir l'impression que, par exemple, tes patientes répondent plus aussi bien à la progestérone, puis que là, le 1-2 capsules, là, tout d'un coup, il en prendrait 5-6, là, parce que c'est comme les symptômes sont plus aussi allégés. Ben, c'est ça. Fait qu'en préménopause, écoute, troubles du sommeil, anxiété, les SPM qui deviennent de plus en pire. Là. Des fois, les femmes disent moi, je voudrais m'en aller, je voudrais me séparer, partir sur une île déserte, je suis plus capable de tolérer mes enfants. Là. Il y a parce que, comme je te dis, parler de la crise de la quarantaine, là, mais c'est sûr qu'il y a un impact important de tout le stress que les femmes vivent dans cette période-là. Puis c'est sûr, on peut pas le nier, mais c'est pas juste ça qui se passe. Puis en effet, ben c'est ça. Fait que autant les douleurs articulaires, ça, c'est peut-être qu'on le voit un petit peu plus, peut-être en péri, mais tu sais, j'en vois de tout. On peut commencer à avoir de la sécheresse vaginale, des problématiques au niveau de la libido, humeur, sommeil, fatigue, se réveiller fatigué le matin, le manque d'énergie, ça, c'est quand même assez commun. Bouffée de chaleur, souvent, ça commence, puis typiquement, c'est plus des fois au réveil le matin qu'ils vont dire, ou des fois la nuit, mais sans avoir des énormes bouffées là, le jour. Là. Tu sais, des fois, ça va être plus comme l'impression que des fois, ils ont des petites... l'impression d'avoir plus chaud. Okay. C'est plus souvent chaud. Il va y avoir souvent des femmes qui vont avoir des symptômes d'hyperandrogénisme, tout d'un coup, qui vont se mettre. C'est comme si l'estrogène descend, on dirait que le ratio androgène sur estrogène est débalancé, puis ils vont dire, il me semble que j'ai plus de petits poils au menton, plus d'acné. On va voir ça plus en périménopause. Sinon, concentration, perte de mémoire, chercher ses mots, aussi beaucoup. Mais ça, on le lie un petit peu plus avec l'estrogène, là, dans les études, je te dirais qu'il est neuroprotecteur. Mais écoute, prise de poids, gras viscéral, abdominal, on le sait, là, que la baisse de l'estradiol va faire que la FSH va se mettre à augmenter, puis on va stocker plus de gras au niveau viscéral. De là, l'augmentation du risque métabolique, l'augmentation des maladies cardiovasculaires avec le manque d'estrogène. Fait que tu sais, c'est comme, quand je te dis il y a 300 fonctions, là, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, autant que même la dysgeusie, là, même des fois le tinnitus, tu sais, autant de l'acouphène, les gens qui, écoute, l'odeur corporelle qui change. Il y a tellement d'affaires un peu weird aussi là, qui vont se passer. Mais moi, ce que je m'explique pas, c'est comment je vais différencier ma préménopause de « Ah là, on est en périménopause ».
Comment? En théorie, là, mettons, sur papier, là, sur la ligne directrice, ça serait la régularité des règles. Ce serait ça. Mais en même temps, il y a des femmes qui sont jeunes et qui ont ovaire polycystique. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent faire que c'est pas régulier. Ouais. Mais en théorie, c'est la régularité des règles. Okay. Puis, mais ça peut ne pas changer nécessairement tant que ça ta conduite, là. Moi, ce que j'aime quand les femmes sont plus jeunes, c'est justement de commencer avec une hormone pour voir comment ils répondent. Parce que des fois, oui, tu pourrais commencer tout de suite un petit peu d'estradiol, un peu de progestérone, mais des fois, c'est des effets secondaires, des choses comme ça. Tu sais moins qu'est-ce qui est dû à quoi. Puis je leur dis, l'estrogène, c'est plus touché en préménopause parce que votre corps, il va essayer d'en produire. La FSH va se mettre à pulser. Ton corps va se faire dire, OK, il faut que j'en produise. Fait que là, tu vas avoir mal au sein. Là, tu as plein de choses qui vont être un peu plus difficiles. Des fois, introduire l'estrogène plus tôt. Mais tu peux y aller par étapes, puis voir, puis commencer par augmenter tes doses, puis voir un peu comment les patients... plus souvent, vous commencez avec progestérone micronisée? Oui, quand les patientes plus jeunes, je te dirais. Après ça, plus âgées, ça dépend, là, parce que plus on avance, plus les deux hormones vont être importantes. Puis aussi, par rapport à l'humeur, on a des meilleures données avec l'estradiol et la progestérone combinée. Okay. Qui est encore dans la conférence dont je te parlais. Là. C'était même une deuxième ligne là, pour les dépressions en péri-ménopause là, après les antidépresseurs. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça, qui ont essayé. C'est difficile à sevrer. Il y a des risques. Quand même, prise de poids encore plus. Là. Puis on en parle là, des risques des hormones. Hein, on en a parlé. On parle juste des risques des hormones. Mais on les parle risques pas des risques des antidépresseurs. Des effets secondaires. C'est vraiment comme un double standard qui est un peu triste. Là. Puis c'est un double standard qu'on voit avec beaucoup de médicaments. Là. Pourquoi juste les hormones féminines, on aurait autant mis l'emphase sur le négatif, tu sais? C'est un peu misogyne, moi, ma façon de voir ça. C'est comme un peu... on manque d'études, puis ça a comme eu un impact important sur l'éducation que les médecins pouvaient donner aussi. Puis après ça, le niveau de prescription. Puis les femmes ont juste... pris sur elles, fait qu'ils ont continué à vivre avec ça. Puis... Mais le manque d'études, il s'en vient-tu? On va-tu le corriger, le manque d'études? Ça s'en vient-tu, les grosses études pour... Ils disent tout le temps que ça prend comme un genre de 10 à 15 ans entre que les études se font puis que les changements institutionnels se font. Fait que je pense qu'on est là-dedans, là. Okay. Mais en même temps, c'est ça, tout le monde se bat. On le voit aux États-Unis, là, je sais pas si tu as vu, la semaine dernière, la FDA a retiré tout le black box warning sur les produits d'estrogène. Fait que c'est quand même une grosse bataille. Moi, ça m'a comme... J'avais des frissons là, quand je disais ça. Fait j'étais comme... Ça fait tellement longtemps que je le dis à mes patientes qui se font dire que l'estrogène donne le cancer du sein. Puis je suis comme, mais non, premièrement, c'est pas l'estrogène, c'était la progestine qui augmentait le risque. L'estrogène diminue le risque. Là, tu sais, je fais toujours comme un peu le breakdown de cette étude-là avec mes patientes, mais tu sais, puis là, qu'ils l'enlèvent pour l'hormonothérapie, là, tu sais, c'était vraiment comme, enfin, tu sais, on reconnaît, là, qu'ils ont fait une erreur, mais le mal est fait, là, tu sais, il y a eu comme quand même beaucoup, il y a eu des impacts qui sont pas mesurables, là, de ces 20 années-là de mésinformation, tout simplement, tu sais. Mais tu sens-tu que ça change, comme qu'il y a... Oui, oui, il y a quand même un courant, là. Puis, c'est sûr qu'en effet, tu sais, comme n'importe quel courant, il y a des extrêmes, là. Tu sais, fait que c'est ça qu'on le voit. Puis, c'est vrai que, tu sais, moi, je suis toute, là, qu'est-ce qui se fait, là. C'est pour ça que je vais dans les conférences très standards, Menopause Society et tout. Puis, je vais quand même aussi faire le Hey4M, qui est un peu plus médecine fonctionnelle. Parce que, tu sais, ça prend tout pour faire un monde, là. Puis, on s'entend qu'on a tellement eu un manque d'informations pendant longtemps, puis les femmes sont senties laissées pour elles-mêmes. Fait que là, les compagnies de magistrales d'hormones, là, ça a pris, tu sais, ça a fait un hit, là, parce que c'est comme, ils se font plus prescrire ça par leur médecin, donc là, ils vont aller voir les naturopathes, puis là, aux États-Unis, fait qu'il y a eu tout un marché qui s'est développé à travers ça, dans laquelle, puis tu sais, il y a des compagnies, puis des trucs comme de dosage hormonal un peu funky, là, des fois que c'est pas recommandé, mais des fois, ils donnent des informations quand même qui sont intéressantes. Tu sais, c'est comme, il faut que tu sois capable, comme professionnel, de prendre toute l'information parce que les lignes directrices, malheureusement, vont vraiment te donner l'information qui est avec l'étude OI, avec tous les types d'hormones qui font pas tant la différenciation. De plus en plus, je vois qu'il y a un courant qui change, mais après ça, il y a tout un domaine un peu parallèle à ça où est-ce qu'il faut naviguer, là, comme médecin, là-dedans pour voir qu'est-ce qui est vraiment basé sur la science puis qu'est-ce qui l'est moins. Mais moi, je trouve que ça prend tout pour faire un monde. Puis c'est sûr que ça s'en vient. Là. Il y a quand même un courant de légitimité. Là. Les hormones vont reprendre un peu leur lettre de noblesse. Là. C'est un peu ça qu'on travaille. Puis qu'est-ce que tu apprends? Parce que tu disais que tu allais aussi dans les congrès plus en médecine fonctionnelle.
Ouais. Fait que là, eux, sont encore aussi en hormonaux ou plus des produits naturels qui peuvent aider justement à supporter la ménopause? Puis... Oui, ben c'est ça, tu sais, parce que, tu sais, même là, il y avait eu des petites sagas là, par rapport à un naturopathe qui avait prescrit, tu sais, comme, en J'ai fait... pas entendu. Non, c'est ça, ben en fait, c'est ça, c'est que de plus en plus, ils nous disent ben, que les produits naturels devraient être suggérés par les médecins, tu sais. Oui. Mais nous, on n'est pas formés. Fait que c'est ça que c'est intéressant de voir un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de femmes, moi, qui me posent la question, par exemple, commence à avoir des problèmes de thyroïde, puis là, c'est un peu limite, mais là, il y a quand même beaucoup de symptômes. Puis là, moi, je dis, ben, sont de l'hypothyroïdie subclinique. Mais je veux pas nécessairement me rendre là, puis comment que je peux aider avec mes habitudes de vie, avec mon alimentation, avec des suppléments. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était important d'aller faire ces formations-là, parce que c'est quand même, petit, comme le Institute for Functional Medicine, c'est vraiment comme une institut, oui. Fait que c'est très crédible, puis ils ont beaucoup de belle littérature. Fait que j'essaie de prendre un petit peu tout, mais oui, je pense que c'est important d'avoir un peu de toutes ces informations-là. Mais c'est ça, je pense qu'il n'y a pas tout qui se traite, c'est comme n'importe quoi, là. Il n'y a pas tout qui se traite juste d'une façon. C'est pas juste avec des suppléments. Prendre des phytoestrogènes à l'infini, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir que tu aies tes hormones quand même, mais c'est sûr que certaines femmes vont bénéficier de vitamine D, selon les symptômes, de magnésium, comme plein de choses qui peuvent être importantes quand même, mais il faut individualiser. Moi, je ne vais pas suggérer nécessairement à tout le monde de prendre la même chose, là. C'est ça. Puis, y a-tu des femmes, disons, qui voudraient pas, entrer dans les hormones, mais qui viennent te voir pour, justement, y a-tu des produits naturels qui peuvent un peu compenser ou pas vraiment? C'est quoi la discussion que tu as avec les femmes qui voudraient pas avoir des hormones bioidentiques? C'est quand même rare, parce qu'on vient de me voir. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on n'aura jamais de données en prévention, par exemple, avec des fèves de soya. Là, en voulant dire, ça va prendre beaucoup, beaucoup de consommation. Mais je sais qu'il y a un énorme monde là, de produits naturels. Là. Ça s'est vraiment développé à cause un peu de l'étude White puis de la part des hormones, parce que les femmes, il fallait bien qu'ils se virent en quelque part. Fait que, il y a des choses qui existent qui peuvent venir compenser. C'est ça, comme je te dis, c'est pas vraiment ma patientèle, là, parce qu'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent avoir l'hormone active. Puis c'est sûr que c'est moins étudié. Là, si on parle de DIM ou de choses un petit peu funky, là, mais tu vois, dans le Institute for Functional Medicine, toutes les formations que j'ai faites, plus en hormonothérapie, ils vont en parler, là, certains ashwagandha. On en parle un petit peu aussi dans la médecine. Là, on entend parler un petit peu quand on parle de stress, quand on parle de gestion. Mais on n'aura pas de littérature qui est aussi forte, mettons, que surtout pas avec l'hormonothérapie, là, en termes de prévention puis en termes de traitement. OK. Ouais. OK. Ouais. Mais ça fait un bon tour de ce qui se passe. Puis, juste pour résumer, justement, on a parlé des hormones là, pour que ça soit clair pour tout le monde, comme on a parlé de la progestérone, surtout l'hormone du sommeil qui calme, qui agit au niveau GABA. Puis, estrogène, de ce que je comprends, c'est vraiment ça agit pas mal partout. On a autant au niveau des os, au niveau... Fait en résumé, c'est des hormones qui sont sécrétées au niveau des ovaires. Je ne me trompe pas. Ça part du cerveau. Fait que, puis ça agit un petit peu partout. Puis il y a des femmes aussi qui m'ont parlé de la... Mais justement, parce qu'on parle de la testostérone, on parle tout de suite homme. Mais je pense qu'il y a aussi des dérèglements au niveau de la femme pour testostérone, des HEA. Donc, comment on gère ça? Est-ce que chez certaines femmes, tu vas donner de la testostérone, puis si on peut parler un petit peu de cette hormone-là aussi. Oui. Bien, en fait, les androgènes, c'est un peu différent que l'estrogène, que les hormones féminines. Quoique les androgènes, c'est aussi une hormone féminine, parce qu'on en produit. Puis il faut produire des androgènes pour faire de l'estrogène. Fait qu'on en a même plus. C'est pas les mêmes unités, là, si tu regardes. Là, c'est nanomol. Fait que c'est vraiment quand même particulier. On a quand même beaucoup d'androgènes dans notre corps. Mais bref, tout ça pour dire qu'on en a beaucoup. Puis je te dirais que c'est vers la trentaine, différemment qu'à la ménopause, parce qu'il y a une chute abrupte au niveau de l'estrogène et de la progestérone. C'est vraiment plus vers la trentaine qu'on commence à diminuer nos niveaux d'androgène. Il va y avoir une stabilisation là, dans la périménopause. Mais bref. Fait que c'est pour ça que oui, les symptômes, puis tu sais, quand je lisais un petit peu à ce niveau-là, il y avait même dans les années 80-90, on parlait d'un syndrome de déficit en androgène. Ça a été un petit peu comme écarté, mais il y avait des symptômes. Puis là, de plus à l'avancer, puis plus elle a été étudiée, vraiment la testostérone pour la libido. T'sais, c'est vraiment ça l'indication officielle. Donc, les lignes directrices disent que la testostérone, l'indication officielle, c'est le trouble du désir sexuel hypoactif, qui est donc de ne pas avoir de désir, fantasme, masturbation, ça entraîne une souffrance. Donc, moi, je dis toujours, c'est sûr que pour les femmes, il faut toujours qu'il y ait une souffrance intense pour redonner quelque chose qui produisait naturellement puis qui est juste disparu. T'sais, on n'attend pas que les gens aient une souffrance extrême, mettons, pour traiter l'hypothyroïdie ou d'autres problématiques qui est liée à une sénescence d'un organe. Mais bref, quand même, je leur dis, c'est ça l'indication officielle, de donner de la testostérone.
Chez la femme en ménopause, en préménopause, il y a certaines sociétés savantes qui vont aussi dire que ce serait correct d'en donner un peu plus jeune. Puis compte tenu du fait qu'on en perd dans la trentaine, ça fait beaucoup de sens. Mais les femmes, quand ils vont commencer la testo, vont me le dire. Il me semble que, tu sais, la libido, c'est un mood, hein, puis le mood, c'est dans le cerveau. Alors, je ne peux pas te surprendre si je te dis que la libido, ben, la testostérone va agir au niveau de la libido, ça va agir au niveau du cerveau. Donc, les femmes vont me dire, souvent, je me sens plus sharp, j'ai moins de brain fog, plus de clarté mentale. Puis aussi, quand je m'entraîne, il me semble que j'ai plus de force. Il me semble qu'au niveau de la densité osseuse aussi, il y a certaines études. C'est plus l'estrogène, je te dirais, là, mais quand même. Donc, tu sais, il y a d'autres bénéfices au niveau de l'énergie, du bien-être qui a été comme objectivé, mais on n'a pas d'évidence assez forte pour le recommander pour ça, mettons. Fait que c'est comme du off-label. Mais du off-label, on l'utilise partout, hein. Les antidouleurs, musculo-squelettiques, toutes les populations, tous les jeunes, toute la pédiatrie qu'on traite, on n'a pas testé ça, chez les femmes enceintes non plus. Tu sais, on en fait tellement du off-label en médecine. Pourquoi que la testostérone, ça serait donc bien terrible? Puis aussi la sécurité de la testostérone, parce que moi, j'en ai prescrit à dose supraphysiologique chez des hommes trans. Donc, je sais puis on le sait avec la littérature que c'est sécuritaire à dose supraphysiologique. Okay. Alors, à dose physiologique, souvent quand on a prescrit chez la femme cisgenre, donc qui est née biologiquement de la même personne qui est, dans le fond, souvent, ça va être des dixièmes de dose. Fait que souvent, si on veut prescrire, par exemple, là, c'est un peu plus compliqué là, parce qu'on n'a pas... Il y a comme 3 pays, là, ça change tout le temps, mais comme l'Australie, le UK, puis l'Afrique du Sud, qui ont une testostérone approuvée pour la femme. Okay. Donc, c'est vraiment comme une petite dose. Mais ici, malheureusement, si on veut y aller avec ce qui est Santé Canada, il faut y aller avec un dixième de dose. Donc, tu as un petit sachet que tu fais, mettons, sur 7 à 10 jours, comme Androgel, Tarot Testo, des choses comme ça. Ou sinon, la faire sous forme de magistral là, dans une pharmacie préparatrice. Fait que c'est plus complexe. Puis c'est quoi les risques de la testostérone? Parce qu'on dit que c'est sécuritaire, mais c'est quoi qu'on redoute? En fait, c'est les symptômes d'excès. Fait que moi, je leur dis tout le temps ça à mes patientes. Je dis, il faut en avoir assez pour avoir les symptômes, les bénéfices. Puis le suivi, ça devrait être à peu près, mettons, 4 à 6 semaines après avoir commencé pour être sûr que tu n'en as pas trop. Mais tu sais, souvent, ils vont suggérer de tester la testo totale, qui est comme... Puis en fait, ça dépend de ta SHBG, parce que tu as plus de protéines, dans le fond, tu as moins de testostérone que ton organisme peut utiliser. Fait que moi, je me fie pas trop à ça, je me fie surtout aux symptômes. Fait que je vais avoir un bénéfice clinique, mais je vais pas avoir de symptômes d'excès. Puis ça, je leur dis souvent, c'est réversible à l'arrêt. Puis ça peut être un peu plus de pilosité locale, par exemple, où tu l'appliques, ou de l'acné. Perte de cheveux, c'est vraiment rare. Fait que c'est vraiment toutes des choses qui sont réversibles aussi la plupart du temps quand on diminue ou on l'arrête. Là. Okay. C'est pas des gros risques, là, de manière générale. OK. Donc, toi, tu l'utilises surtout pour ta population trans? À dose supraphysiologique, là, c'est ça. Je faisais plus référence à ça dans le contexte où on le sait que même à grosse dose, c'est sécuritaire. C'est sécuritaire. Donc, après ça, à petite dose physiologique chez la femme, là, tu sais, souvent, quand ils arrivent en ménopause, les femmes, des fois, je dose la testo, puis c'est à 0,1, là. Puis habituellement, on est plus autour de 2, mettons, dans la trentaine ou dans la vingtaine, peut-être. Donc, fait que on essaie de donner un petit peu plus, mais tu sais, comme je dis, je me fie pas vraiment au niveau, je me fie vraiment plus à la réponse clinique, tant qu'il n'y a pas d'excès. Puis pour nous aider justement à mieux comprendre comment les hormones y agissent, peut-être qu'on peut parler de la population trans parce qu'on vient inverser un petit peu leurs hormones. Fait que je serais intéressée de savoir, ben, si on prend la transition de homme à femme, de femme à homme, comment ça fonctionne, puis comment tu vas y aller en termes de dosage ou de prescription des hormones, puis qu'est-ce que ça fait comme changement dans le corps de le prescrire? Ouais. De manière générale, en médecine transgenre, on a toujours utilisé le bioidentique. Ça, c'est quand même intéressant parce qu'on sait que c'est le plus sécuritaire. Hein? Tandis que chez la femme, bon, non, tout est pareil, on dose pas parce que le synthétique, ça se dose pas. Hein? Le Primarin, Provera, ça se dosait pas. Donc, c'est une des raisons. Parce que aussi, chez le corps de la femme, ça fluctue tout le temps. Fait qu'on devrait pas doser les hormones. Mais quand tu comprends comment les hormones fluctuent, tu sais qu'il y a un petit pic à l'ovulation, tu sais qu'il y a après ça une deuxième phase là, de montée d'hormones, justement, dans la phase lutéale. Fait que, tu sais, quand tu comprends bien comment le cycle fonctionne, c'est possible de savoir à peu près combien tu t'attends dans certaines zones. Tu sais, comme les laboratoires vont nous donner comme référence. Bref, ça pour dire que pour les personnes trans, on a aussi des lignes directrices par rapport à ce qu'on devrait obtenir, qui est un peu similaire, ben, tu sais, par exemple, chez les femmes trans. Donc, quand on dit femmes trans, là, on dit homme à femme. OK? Donc, c'est vraiment femmes trans, donc ils prennent de l'estrogène. La plupart du temps, on commence par ça, puis un bloqueur de testostérone. Donc, ça va dépendre un petit peu de l'âge, plein de choses, mais de manière générale, on commence beaucoup par de l'estradiol, Estras en comprimé.
Pourquoi? C'est quand même simple. C'est beaucoup des patients qui sont jeunes, des patientes qui sont jeunes, qui vont commencer ça, mais ça arrive que c'est plus âgé. C'est sûr que si on commence, par exemple, une transition femme trans qui veut débuter après 40 ans, puis il y a des comorbidités, on va peut-être plus y aller avec du transdermique, là, par exemple gel ou patch. Mais les injections sont populaires aussi chez les personnes trans. Souvent, j'aime bien commencer graduellement. Je dis un petit peu qu'on veut recréer la puberté, là. Fait que souvent, chez les femmes trans, petite dose d'estrase, par exemple, avec une petite dose de bloqueur. Le bloqueur, ça peut être la spironolactone, plus commun, Androcur. Puis, il y en a d'autres, mais quand même. Puis là, on y va graduellement comme ça, puis on fait un bilan. Tu sais, un mois plus tard, on regarde l'estrogène, comment il a diminué, la testo a diminué. Puis là, on ajuste notre dose de bloqueur, dose d'estrogène. Moi, je fais des ajustements plus ou moins au mois, dépendant pour comme optimiser, être sûr que tout va bien. La plupart des changements, ça va être quand même graduel. Ils vont souvent dire, par exemple, la peau est plus douce, l'humeur aussi. Tu sais, ça va être tout va être très, très graduel. Là. Comme les changements corporels, ça peut prendre 1 an ou 2. Bon, les seins, ça peut se développer sur 3, 4 ans. Mais c'est vraiment une question de dosage puis de formulation. Souvent, je vais rajouter après ça un peu de progestérone. Tu sais, des fois, après 1 an, ça va aider, par exemple, la libido chez les femmes trans. Ça va aider un peu la forme des seins. À un certain moment, on sait qu'après 1 an de bloqueur, les gonades, donc les testicules, produisent plus vraiment de testostérone. Fait qu'on peut cesser le bloqueur, puis absolument les niveaux de testo ne remontent pas. On peut changer des injections, dépendant des doses qu'on est capable d'atteindre. Fait que ça, c'est vraiment comme plus spécifique, je te dirais, aux femmes trans. Pour les hommes trans, ben c'est pas très compliqué. On commence par une dose standard, là, tu sais, comme qu'on commencerait des fois avec l'andropause, injection. Typiquement, c'est plus injection ou gel. Puis avec une dose de base, ça peut être androgel 5 grammes ou injection 50 mg une fois par semaine. Puis après ça, ben tu progresses en fonction de tes résultats, tes niveaux. Tu sais, autant que chez les femmes trans, c'est à peu près de 400 à 700 nanomoles qui vont dire qu'il faut atteindre. Moi, je trouve que les patientes, ils ont plus d'énergie souvent... en tout cas, autour plus de 800 à 1000, là, je te dirais, les niveaux. Mais ça, c'est plus comme énergie, humeur. Je trouve qu'elles sont plus satisfaites. Parce que ce qui perdent un peu, justement, toute cette... en diminuant beaucoup la testostérone, est-ce que ça leur donne beaucoup d'effets secondaires ou de la difficulté? Parce que les patients que j'ai vus, souvent, les patientes qui n'allaient pas bien, puis souvent, c'est je sais pas comment gérer leur hormonothérapie. Puis des fois, c'est qu'il y a beaucoup, tu sais, des manque d'énergie, là. Oui. Ça pourrait être typiquement quelqu'un qui a trop de bloqueurs, pas assez d'estrogène. Fait que je leur dis souvent, tu sais, si on vous bloque trop, en effet, la testo, mais on vous la remplace pas par l'hormone que vous avez besoin, ben c'est là. Puis ça vient un petit peu de la peur des hormones aussi, là. Je vois souvent des patientes arriver avec, mettons, une petite dose d'estrate à 2 mg puis un bloqueur à spironolactone à 200. Tu sais, moi, je fais comme du 2-4 mg d'estrate, puis je fais du 50 de spiro. Fait que, tu sais, plus tu vas venir augmenter ton estrogène, plus ça va venir bloquer ta testo naturelle. Fait que puis ça va donner un peu plus d'énergie, peut-être. C'est ça que je constate aussi au niveau des résultats. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est du fine-tuning, là. Un peu plus compliqué. Pour la testo, c'est un peu plus simple, là. C'est comme une hormone, t'en donnes, puis tu le doses, puis c'est un peu comme les mêmes ranges, je te dirais, que l'andropause, là. Tu sais, entre 15 et 20, plus ou moins, là. Puis ça va venir... Ça, on parle des hommes trans. Puis ça va venir diminuer leur taux d'estrogène. Il n'y a pas de bloqueur. Oui, c'est ça. En fait, l'estrogène, tu ne veux pas trop le diminuer, hein, parce que l'estrogène est vraiment bénéfique au niveau du cœur, au niveau des os. Fait que, tu sais, puis oui, je sais quand tu fais des grands congrès d'urologie, parce qu'encore là, je fais tout le temps tous les congrès parce que je veux savoir c'est quoi les lignes directrices, puis où est-ce que moi, je me situe à travers tout ça. Mais c'est vrai que, tu sais, ils vont parler des fois que quand ils vont avoir de la gynécomastie, là, il faut important de dose d'estrogène, puis donner du tamoxifène, de faire comme ça pour bloquer les estrogènes. Moi, je suis pas une fan là, de bloquage, parce que je suis une fan d'estrogène déjà à la base. Donc, c'est vraiment rare, je te dirais, les effets secondaires de l'estrogène. Comme tel. Fait que c'est plus par l'aromatisation. Fait que c'est vrai que si tu as trop de testo, par exemple, tu peux venir aromatiser ta testo en estrogène. Mais ça, c'est plus peut-être vu justement chez les bodybuilders, des gens qui ont des doses vraiment supra-physiologiques. Là. Comment on aromatise la testostérone? Oui, puis dans le fond, ta testo, c'est l'aromatase, qui est une enzyme qui va aromatiser ta testostérone en estrogène. Chez ceux qui en prennent trop? Oui, mettons. Tu peux aromatiser. Qu'est-ce que ça va faire comme effet? Ben c'est ça, tu peux avoir peut-être plus de risque de gynécomastie ou d'effets secondaires. Mais comme je te dis, c'est la seule complication un petit peu, là. Puis encore là, c'est plus vu à des niveaux vraiment élevés. Comme je te dis, des gens qui prennent des stéroïdes anabolisants ou des doses vraiment très, très élevées de testostérone. Fait que de même, quand c'est suivi, mettons, dans une clinique, là, de manière générale, c'est rare que les gens ont des symptômes d'excès d'estrogène. Bref, fait que tu sais, tout ça pour dire que ça va pas... oui, la testo qu'on va donner, ça va supprimer leur estrogène, puis ça devrait pas leur en donner plus.
à dose normale. OK. Puis, en termes de risques, est-ce que... Parce que là, on parle beaucoup, c'est ça, d'hormonothérapie, les risques, tout ça. Là, on est en supraphysiologique. Est-ce qu'il y en a, puis est-ce que c'est considérable, les risques pour... Non, c'est ça. En fait, tout est bien toléré. Tu vois, quand tu sélectionnes bien tes patientes, comme même chose quand des patientes femmes... Parce que c'est vrai que les femmes, par exemple, par rapport aux hormones de ménopause, quand on fait des femmes trans, on a des niveaux beaucoup plus élevés d'estrogène, tu sais, parce qu'en ménopause, on veut des niveaux, entre 200 et 400, peut-être, dépendant au niveau de l'estrogène. Tandis que là, je veux des niveaux plus élevés. Fait que c'est pour ça que je vais favoriser quand même des voies transdermiques chez les patientes plus âgées. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est anecdotique. C'est sûr que moi, j'ai pas vu vraiment de complications, là. Je pense que j'en ai eu dans toute ma pratique, tu sais, justement, qu'on parle des estrogènes. Puis c'est souvent des femmes trans. Écoute, c'est une population à risque, là, quand même. Parce que souvent, tu sais, habitudes de vie et tout, c'est une population plus vulnérable quand même, de manière générale. Donc, puis, tu sais, de manière générale, j'ai pas vu nécessairement plus de caillots, plus de problématiques, même si des fois, ils prennent d'estrase à 8 mg, c'est des grosses doses, là. Puis des fois, ils arrivent dans ma pratique, puis ils prennent la pilule contraceptive sur le marché noir. Tu sais, comme il y a de tout, là, que je vois, là, à des grosses doses, là. Fait que, bref, c'est rassurant parce que justement, j'ai eu à négocier des estrogènes à haute dose longtemps et souvent dans différents contextes qui m'a fait voir que finalement, les hormones ne sont pas dangereuses, tu sais, quand c'est bien... Ça t'a rassuré, dans le fond, dans ta pratique? Ça m'a aidé à cheminer là-dedans, ouais. Je pense que t'en vois beaucoup. Oui, j'ai beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, en hormonothérapie, là, c'est sûr qu'avec l'automéno, comme je te dis, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Ouais. Puis c'est sûr que j'ai quand même une liste d'attente, mais pour les personnes trans, je me suis donné comme une mission que je voulais les voir dans les 2 à 3 mois. Fait que, tu sais, je vais toujours prioriser les personnes trans. Ouais, c'est comme un peu, ça fait partie de mon background parce que même si les femmes en ménopause aussi souffrent, là, je peux pas dire qu'il y en a qui souffrent moins que d'autres. Mais je pense que ça vient moins d'accès, là, aussi. Ben, c'est ça. En fait, ça arrive que les femmes, même si n'ont pas nécessairement accès à quelqu'un qui va nécessairement faire des dosages ou être un peu plus spécialisé à ce niveau-là, ils ont quand même des fois accès justement à une petite dose de départ. Là, une pompe puis une capsule de progestérone, puis on se revoit dans 1 an. Là, souvent, qu'est-ce qu'ils font dire? Mais que ça les déstabilise un petit peu parce qu'ils se disent, ben là, si je me mets à saigner, mais les personnes trans, souvent, ils se font juste dire, ben moi, je connais pas ça. Fait qu'ils n'ont juste pas accès. Voilà. Fait que si on revient, on a fait un petit peu un survol de tout ça, puis qu'est-ce que tu dirais aux femmes, justement, qui sont soit en préménopause, périménopause, ménopause, de comment approcher ces symptômes-là, puis comment, parce que je pense que c'est peu connu de plusieurs médecins, là, de comment pouvoir y avoir soit accès ou pouvoir juste au moins avoir la discussion, c'est quoi qui s'offre aux femmes au Québec, là, avec notre société et tout ce qu'on sait qui se passe, là? Oui, bien, tu sais, je pense que quand même, l'INES a fait quand même progresser, là. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont... Tu sais, ça l'a aidé, dans le fond, à pouvoir voir que oui, il y a un accès, puis il y a des lignes directrices, puis ça rassure les médecins aussi, là. Oui. Fait que je pense qu'une patiente qui, pour l'instant, arrivait avec le guide de l'INES imprimé devant son médecin, je pense que ça les rassurerait d'avoir au moins comme une thérapie de départ, pour avoir quelque chose. Puis après ça, ben c'est ça, les cas un peu plus complexes, mais là, c'est surtout probablement dans mon bureau éventuellement. Mais tu sais, sinon, ça va bien pour la majorité des femmes quand même. C'est sûr qu'on voudrait avoir plus d'accessibilité, mais c'est comme n'importe quoi avec les soins de santé au Québec. C'est pas nécessairement une partie de plaisir ces temps-ci, de manière générale. Fait que moi, c'est sûr qu'on est en train un peu de créer un petit regroupement là, de professionnels en hormonothérapie bioidentique. Fait qu'on veut aider beaucoup la visibilité avec les femmes. Oui, c'est ça, parce que pour les médecins qui, justement, il y en a beaucoup des médecins de famille, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour les rassurer, puis pour faire une prise en charge des patientes qui voient comment mieux les évaluer, puis aussi, je pense, les rassurer, dire que c'est pas si compliqué que ça, parce que souvent, on n'a pas vraiment été formés pour l'hormonothérapie, en tout cas. C'est mon expérience, là, un petit peu de réticence. Quelqu'un qui t'arrive, t'as jamais fait ça. Attends, là, je veux être au courant, je veux donner le bon traitement. Oui. Oui, c'est sûr. En effet, tu sais, pour les médecins, mettons, je te dirais que pour l'instant, moi, je donne beaucoup d'informations, plus du genre, quelle lecture vous pourriez aller faire, quelle conférence vous pourriez aller faire. Moi, j'aime beaucoup la formation de la docteure Sylvie Demers, qui était dans l'automéno, parce que c'est une femme très érudite, qui comprend beaucoup comment les hormones fonctionnent, qui vraiment, tu sais, elle a vraiment, son expérience clinique est incroyable, là. On va la recevoir justement éventuellement. Oh, génial! Oui. Bon, je suis très contente. Fait que tu vas voir, vous allez apprendre incroyablement parce qu'on a des vendredis scientifiques, qu'on se rencontre, tous les gens qui ont fait la formation, puis on parle de cas cliniques. C'est vraiment, c'est super, là, tu sais. Puis là, on a tous nos petits domaines d'expertise après ça, là, fait qu'on est tous là pour s'entraider. Tu
il n'y a pas de médecins qui se rencontrent à chaque semaine pour parler de leur cas. Je veux dire, c'est vraiment une formation continue qui est vraiment incroyable. Puis pour moi, pour l'instant, si il y a des médecins qui nous écoutent puis qui veulent une base en hormonothérapie, c'est sûr que c'est la formation de Dr. Demers qui est la plus... qui a la plus grande valeur là, qu'on a. C'est combien de temps de formation? C'est une journée. OK. Oui, ça se fait à distance, là, par visio, fait que c'est quand même assez simple. Puis oui, c'est ça va donner quand même une certaine assurance, là. Après ça, il y a d'autres choses qu'on pourrait... Mais oui, de manière générale, je pense que ça serait une bonne base. OK. Puis pour le futur, justement, est-ce qu'il y a justement des recherches que tu espères qui vont être faites ou qu'est-ce que tu espérais ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en place qui vont faire que ça va changer dans le futur, selon toi? Oui, ben écoute, c'est sûr que on n'aura jamais assez de recherches en santé de la femme, là, parce que, comme je te dis, on a quand même régressé dans les dernières années. Je te dirais que pour l'instant, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on s'occupe quand même des femmes en préménopause, parce qu'on a quand même des données en ménopause, puis la réassurance par rapport à l'hormonothérapie quand c'est bien prescrit de la bonne formulation. Tu sais, la plupart des études qu'on voit des risques, ben justement, c'est peut-être parce que c'était de l'estrogène par la bouche, parce que c'était une progestine. Si on avait des études de qualité, si on avait fait une étude Y, puis idéalement, ça aurait été le fun qu'il n'y ait pas 63 ans en moyenne, ces femmes-là, mais si on avait fait même l'étude Y à 63 ans avec de l'estradiol transdémique puis une progestérone micronisée, je suis presque certaine qu'il y aurait juste des bénéfices et pas de risque, là. Tu sais, fait qu'on l'aura jamais, cette étude-là, là. Mais ce qu'on a comme données faites avec les études de moins bonne qualité, bien, pas de moins qualité, de très bonne qualité, même pas la Y, on pourrait dire, c'est que c'est sécuritaire, tu sais, c'est du positif. Puis même l'INES l'ont dit, là, dans le Médecin du Québec, il disait, tu sais, on n'aura jamais ces études-là, mais ce qu'on voit comme se dégager de la littérature, c'est que le bioidentique, c'est sécuritaire. Fait que, tu sais, mais pourquoi pas dans le futur en avoir une autre avec justement des femmes plus jeunes avec les hormones? Oui, bien c'est ça. Mais en fait, ça a coûté des milliards. Là, okay, c'est ça le problème. Puis tu sais, on peut pas... tu sais, les hormones bioidentiques, c'est pas payant, hein, parce que tant que tu modifies pas la molécule, tu peux pas la breveter. Fait que ça, c'est un peu la problématique. Le défi là, qui est souvent... Fait que c'est ça. Fait qu'on n'aura probablement jamais l'argent pour investir tout ça. Peut-être un mécène un jour, là, tu sais, quelqu'un qui décède de son lit de mort, là, puis que là, il veut laisser toute sa legacy aux femmes. Peut-être qu'ils vont donner des milliards. Peut-être un jour. Oui, peut-être. Puis, mais justement, on a parlé beaucoup de femmes, mais j'aimerais juste faire un petit mot, justement. On a parlé de la transition de la ménopause, périménopause. Je pense que tu vois aussi des hommes en andropause. Ouais. Fait que je sais pas si tu voulais glisser un mot sur... Parce que je pense que c'est un peu plus silencieux, dans le sens que ça se fait plus lentement, peut-être un peu moins de symptômes. Mais ce serait quoi pour toi, juste si tu nous disais quelques mots sur ce que c'est pour l'homme, l'andropause? Oui. Bien, en fait, autant que... En fait, l'andropause, c'est intéressant parce que c'est diagnostiqué, c'est un certain niveau, hein. Tu sais, un niveau, il faut que tu sois à partir en bas de 10. Tu sais, c'est vraiment comme un niveau. Un gros range aussi, là. Mais c'est ça, tu sais. Puis chez l'homme, on dose. Chez l'homme aussi, on utilise le bioidentique, bon. Mais chez l'homme, on dose, mais chez la femme, on dose pas. Fait que c'est quand même assez particulier, les différents standards. Mais bref, les hommes ont toujours bénéficié, puis ça a été remboursé par la RAMQ quand même, là, l'androgel, en fait, la tarotesso, tu sais, comme un remboursement qui s'est toujours fait. Fait je pense qu'ils ont toujours eu un peu plus accès, de manière générale. C'est sûr que moi, je vois beaucoup de femmes qui ont régressé à cause de l'étude Y. Fait que, mais bref, je te dirais que ce qui serait intéressant de dire, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a un niveau qu'on dit absolu, là. Quand on fait justement les formations en endocrinologie, ils vont dire, il faut vraiment que tu ailles en bas de 10. Mais la question se pose, sans vouloir dire, il y a des gens qui ne se sentent pas bien, sont peut-être un petit peu plus élevés que 10, mais est-ce que lui, cette personne-là, par exemple, si elle a fait son bilan dans la vingtaine, dans la trentaine, peut-être que lui, son niveau de testostérone, il était un peu plus élevé, il était peut-être à 25, à 30, était plus élevé que la norme, puis que lui qui soit rendu à 12, à 15... C'est une drop. C'est une grosse drop, c'est 50 de diminution, tu sais. Puis ça, on en parle de plus en plus dans les conférences de médecine fonctionnelle, comme je te parle de le A4M et tout, que c'est pas juste attendre de traiter la maladie, c'est optimiser, tu sais. Donc, c'est quand même intéressant parce que les urologues, je pense, sont de plus en plus ouverts parce que la testostérone, c'est quand même très, très sécuritaire. Bon, il faut que tu regardes l'hématocrite, mais ça, tu sais, il n'y a plus... Le mythe avec le cancer de la prostate a été pas mal défait, ça, hein? Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est très... Fait que de plus en plus, on le voit, là, tu sais, optimisation, plutôt que d'attendre d'être grabataire puis d'avoir un niveau qui fait que tu as un risque métabolique augmenté et tout, là. Fait que, tu sais, encore une fois, les antidépresseurs, des fois, tu sais, comme la petite dépression dans la quarantaine, des fois, ça peut... Oui, bien, je pense que ça serait intéressant au moins de regarder ça, là, puis tu sais, de pas
nécessairement toujours attendre que ça soit extrêmement bas parce que des fois, encore là, si tu refais le calcul avec la SHBG, avec l'albumine, même si tu as une testo totale qui est normale ou comme raisonnable, des fois, là, elle tombe, la biodisponible. Oui. Fait que c'est toutes des choses qu'on n'est pas vraiment mis au courant, tu sais. Fait que c'est ça, c'est plate aussi pour les hommes. Il y a des lacunes en hormones, pour les hormones. Général. Puis c'est quoi les symptômes d'andropause chez l'homme? Plus typiquement, énergie, humeur, libido. C'est comme les 3 principaux. Là. Mais c'est vrai qu'il y a des bouffées de chaleur. Ouais, masse musculaire. C'est vrai que j'ai une liste assez exhaustive aussi pour les hommes, mais diminution du bien-être général aussi. Ouais, un peu tout ça. Mm-hmm. Puis est-ce que de ton côté, tu aurais tendance à... Parce que des fois, moi, dans mon bureau, je trouve ça difficile. Souvent, un patient dans la quarantaine qui arrive juste un petit peu des symptômes dépressifs, de la fatigue, perte d'énergie, perte de libido. Est-ce que je m'oriente vers, de la testostérone ou vers un antidépresseur ou vers... Tu sais, des fois, c'est sûr que j'aurais tendance... De plus en plus, on essaie, tu sais, si on dose nos niveaux, puis si c'est vers le bas, de l'essayer, puis si ça résout tous les symptômes, ben là, on a pris le... Mais c'est un peu comme de faire un essai thérapeutique, je veux dire. Exact. Ouais. Tu sais, même si t'es pas... Bon, si la personne, ça l'aide, puis tu sais, t'es capable de faire des suivis, puis que tu dis, bon, ben il y avait quelque chose là, tu sais. C'est comme, je pense que faut pas juste voir nos patients comme des laboratoires, là, tu sais, vivants, là, tu sais, c'est un humain, puis c'est complexe, puis... Mais oui, c'est ça, il faut comme y aller avec notre sens clinique aussi, puis... Puis pourquoi tu dirais que c'est autant peu connu ou peu... je dirais ça non plus, on l'apprend pas tellement à l'école, l'andropause. Ben, il y a comme quelque chose aussi dans l'optimisation de la santé que c'est comme c'est systémique un petit peu d'attendre. Il faut vraiment faut faire de l'urgence, il faut attendre que les patients soient comme déjà très avancés dans leur maladie pour comme qu'on investisse les sous parce que justement c'est là que si tu veux sauver les gens, tu veux pas qu'ils meurent. Fait que comme quand ils sont rendus là, ben là tu veux les... Mais en même temps, la prévention, ça a toujours été la lacune, là, l'enfant pauvre de la médecine. Là. Fait que ça, pour moi, l'hormonothérapie, quand tu commences jeune, c'est là que tu viens prévenir puis améliorer la qualité de vie, tu sais, dans les années à venir. Puis c'est ça, c'est pas... Fait que tu fais surtout de la prévention. Oui, c'est ça. Mais quand on se voit vieillir aussi, là, tu sais, moi, je l'ai ressenti, puis ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais le type de pratique que je fais, parce que je l'ai vécu aussi, tu sais. Il y a plein de choses que... Comme je pense comme femme, moi ça me choque toujours quand mes patientes me disent ma médecin elle me dit ben non ça donne rien ça c'est du charlatanisme là, de prendre des hormones presque là tu sais puis je me dis mais cette femme là c'est la femme médecin qui a 50 ans tu sais peut-être qu'elle s'en est vraiment bien sortie mais c'est pas toujours comme ça tu sais puis c'est ça c'est comme ça en médecine c'est souvent comme ça qu'on est capable d'avoir de la compassion aussi, là. C'est ça, de se mettre dans les pieds de nos patients et de ce qu'ils vivent, là. Mais justement, de se mettre dans... J'avais posé la question hier à mon public, là, sur je leur avais dit que je te rencontrais. Fait que si ça te tente, j'ai quelques questions, justement, du public qui justement, struggle avec plein de choses. Des petites choses qu'on a touchées, mais il y en a beaucoup qui me demandaient, justement, s'il y avait le facteur 5 de l'Eden. Bien là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pouvoir avoir quand même de l'hormonothérapie si ça va pas? Puis aussi, ben il y en a qui peuvent pas avoir la pilule contraceptive, puis là, ils ont peur de pas pouvoir avoir accès. Fait que qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à ça? Oui. Bien, c'est ça. Le facteur 5, c'est une particularité, là. Tu sais, c'est vraiment une maladie thromboembolique qui augmente le risque. Fait que c'est ça. Dans cette entité-là, ça dépend un petit peu ça, s'ils ont déjà eu des traitements pour ça. Tu sais, ont-tu fait des caillots? C'est quoi un peu la condition hormonale? S'ils sont stables? Il y a pas... Parce qu'il y en a qui vont être anticoagulés. Tu sais, quand j'allais dans des conférences, justement, à la SOGC, elle allait dire, ben là, il faut vraiment qu'ils soient venus dans une équipe multi, voir s'il y a une anticoagulation. Mais de dire qu'on anticoagule pour donner de l'estradiol transdermique, je trouve ça un petit peu intense. Fait que c'est sûr qu'après ça, il y a la condition aiguë, s'il se passe quelque chose. Soit cette personne-là, elle a une condition qui va faire que toute sa vie être plus à risque de caillot. Mais c'est pas son petit estradiol transdermique, là, dans les études qu'on a, qui va augmenter son risque. Tu sais, après ça, c'est vrai que je donnerais pas d'estrogène oral. Même l'estradiol oral, j'éviterais. Puis on va garder des petites doses sécuritaires définitivement. Puis j'aurais quand même probablement, je ferais une petite revue de la littérature avec cette personne-là. Là. Mais je pense que de dire non à toute forme, ça serait pas, tu sais, sans avoir une discussion avec la patiente, ça serait pas juste pour elle. C'est encore les risques-bénéfices, puis c'est à la patiente de choisir. Toujours ça. Puis tu sais, le médecin, il faut savoir que lui, il est confronté à se dire,
C'est ça que je constate beaucoup en hormonothérapie. C'est que le médecin va dire, je vais pas mettre mon permis de pratique là-dessus. Puis c'est pour ça que je l'entends vraiment souvent, autant pour le cancer du sein, parce qu'on sait qu'il y a une femme sur 8 qui va avoir, ça c'est un petit peu aussi, c'est pas une vraie donnée, là, mais si on accumule toutes les valeurs, on dit à peu près une femme sur 8 va avoir un cancer du sein. Fait que si moi, dans toute ma pratique, moi j'en prescris, j'ai 5000 patientes, je sais qu'il y a des patients qui vont avoir un cancer du sein, est-ce que je vais être capable de bien l'expliquer si une femme en a un, que c'est pas à cause de ses hormones qu'elle l'a eu, c'est peut-être parce qu'elle buvait beaucoup d'alcool. Il y a tellement de facteurs de risque. Fait que c'est ça, les médecins, c'est qu'ils ont peur de se faire dire que c'est de leur faute. Fait que c'est ça qu'il faut un peu défaire, parce que moi, ce que je sais, c'est que, regarde, moi, je veux aider ma patiente. Je me sens assez forte pour lui expliquer que moi, je suis confiante que si tu fais un caillot, c'est pas à cause de son estradiol transdermique, à mon avis, avec ce que j'ai comme information. Mais je veux pas te convaincre d'en prendre. Je vais te donner toute l'information, par contre, pour aller chercher l'information, pour être toi-même convaincu. Parce que Dr. Demers, elle a écrit le livre aussi, Hormones et cholestérol. Elle a tellement de données aussi là, par rapport à des ondes sécuritaires, par rapport à l'estradiol, comment c'est bénéfique au niveau des artères. Fait que moi, je vais leur dire, tu sais, voici toutes les études que j'ai, voici toute la littérature que tu devrais aller te lire, te renseigner, puis si tu prends ta décision, moi, je vais t'accompagner dans cette direction-là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est aussi comment est-ce que toi, tu es capable d'être confiant et confiante, puis d'être capable de rassurer les patients. Mais, ouais, tout se fait. OK. Puis justement, il y a Marie qui nous demande, elle, c'est plutôt des migraines qu'elle a, probablement aura. Puis elle dit, elle pense que c'est contre-indiqué, puis elle demande s'il y a d'autres solutions. Mais non, c'est ça. Fait que même pour l'hormonothérapie de ménopause, en théorie, non. Moi, c'est sûr que je donne toujours du transdermique. Là, très, très fréquemment, là, je favorisais ça. Mais même avec l'hormonothérapie orale, le ménopause, c'est pas une contre-indication des migraines avec aura. C'est vraiment pour la pilule contraceptive, l'éthylèstradiol. Fait que, tu sais, ça, il n'y a pas de problème. Puis, y a une alternative pour, si, je sais pas à quel âge, là, mais disons qu'elle est plutôt en âge d'avoir la contraception orale. Si elle a des migraines, est-ce qu'elle pourrait avoir, par exemple, la progestérone micronisée? Oui, en fait, c'est vraiment l'estrogène. Oui, c'est ça, tout à fait. Fait que progestérone micronisée en préménopause, par exemple. Bien, de l'estradiol transdermique aussi, là, ça a des symptômes de préménopause, de périménopause, sans problème. Ça pourrait être une option. Ouais. OK. Puis finalement, une autre, elle a eu une embolie pulmonaire il y a 10 ans, puis il n'y a aucun médecin qui veut lui prescrire des hormones. Puis elle a vraiment beaucoup de symptômes, chaleur, manque de libido, sécheresse vaginale, humeur changeante. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour aider, ou pour elle, il y a... Oui. C'est sûr qu'il faut faire quand même attention. On parle plus de manière générale, là, les recommandations. On ne veut pas faire de consultation comme ça spécialisée. Fait que j'aurais voulu juste voir ton médecin. Mais de manière générale, là, ça c'est quoi la cause de ton embolie pulmonaire? C'est-tu comme un facteur précipitant? Moi, j'en ai beaucoup qui étaient sous pilule contraceptive quand ils ont fait leur embolie pulmonaire. Il y en a beaucoup que c'est parce qu'après une immobilisation ou après un voyage, ou peu importe, une immobilisation qui est plus longue. Fait qu'il y a souvent quelque chose qu'on trouve. Après ça, ben là, quand on trouve pas la cause, est-ce que c'est pas une maladie thromboembolique? Ont-ils été investigés pour ça? Est-ce qu'ils ont eu une période d'anticoagulation et tout? Bref, encore là, longue discussion pour voir, mais de manière générale, ce qu'on a, c'est que si par exemple, on suspecte une maladie thromboembolique, bien, on sait qu'avec le facteur 5 puis la mutation de la prothrombine, il y a des études qui démontrent que l'estradiol transdermique est sécuritaire. Okay. Là, après ça, c'est de voir avec la patiente. Un peu avec la patiente avec le facteur 5. Là, on peut prendre pour acquis qu'elle a peut-être une prédisposition. Bien, dès que tu as fait une complication dans le passé, tu as plus de chances d'en refaire qu'une autre. Okay. Sauf que tu es capable de parler des études avec la patiente puis d'être confortable si jamais ça se reproduit comme professionnel aussi, parce qu'elle a une condition qui fait qu'elle est plus à risque qu'un autre d'en refaire. Fait que t'es-tu capable de l'accompagner là-dedans? T'es-tu capable de naviguer? Parce qu'il va falloir peut-être que tu parles au pharmacien, il va falloir que tu parles à son médecin de famille. Tu sais, c'est quand même moi, tous les jours, j'ai des courriels à envoyer. Des fois, je me fais appeler par des médecins de famille. Des fois, j'envoie un fax au pharmacien parce qu'il veut pas donner, justement, migraine avec aura. Fait que, tu sais, tous les jours, mais tu sais, j'essaie de rester très ouverte. Puis je dis, écoute, on a discuté des risques, on a parlé des études, puis on a pris notre décision ensemble. Je pense que c'est ça qui devrait toujours être fait avec les patients. Justement, il y en a une, elle me dit plutôt, disons qu'elle a eu un cancer du sein dans la vingtaine. Parce qu'en ménopause, elle pourrait avoir accès à l'hormonothérapie. Je pense, encore une fois, pour tout le monde, c'est une discussion cas par cas, risque-bénéfice, là, mais je pense que pour elle, le risque... Mais ça, il faudrait voir si c'est une mutation. Ben, en fait, il y a la question de l'hormonodépendant, mais aussi, est-ce que c'est un BRCA? Ouais. Bon, parce qu'il y a des études par rapport à l'hormonothérapie chez les patients de BRCA où ça serait en fait positif d'en prendre. Exactement. Fait que là, c'est vraiment une question, mais encore là, même le Menopause Society, ils ont publié un guide comment prescrire l'hormonothérapie après un cancer du sein. Fait que de plus en plus, il y a une ouverture. Puis je pense que c'est encore là quelque chose qui doit être discuté parce qu'on en reparlera jamais assez, mais tu sais, c'est la progestine qui augmentait le risque de cancer du sein,
l'estrogène, l'FDA l'a enlevé, le black box par rapport au cancer du sein à l'estrogène. Fait qu'après ça, c'est comme, oui, tu sais, je veux dire, la femme devrait être capable d'avoir cette discussion-là puis de pas se faire dire, ben non, toi, t'en auras jamais. C'est ça qui est pas juste pour ces femmes-là. Parce que si, par exemple, elle a une ménopause précoce, mettons qu'elle tombe ménopausée à 40 ans, elle a un risque de morbidité, mortalité vraiment élevé. Là. Il faut la traiter. Ces patientes-là, quand ils arrivent dans mon bureau à 40 ans, ils ont eu une ménopause précoce puis ils n'ont pas eu d'hormones. C'est une faute là, médicale. En voulant dire qu'ils vont avoir plus de risques cardiovasculaires, ils vont avoir plus de problèmes d'ostéoporose. Fait qu'il faut les traiter. Est-ce qu'on va s'empêcher? On va faire qu'elle va vivre moins longtemps, moins en santé à cause qu'elle a eu son cancer quand on sait que le risque est avec la progestine. Tu sais, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut vraiment comme être capable, faut quand même s'y connaître pour avoir ces discussions-là, je le cacherai pas. Mais de plus en plus, on voit même que les grandes sociétés savantes ont ouvert là, quand même plus la porte à une ouverture, à une discussion. C'est pas toujours comme le grand médecin Manitou qui décide tout, puis que c'est comme, toi, t'en prendras jamais, puis c'est moi qui décide pour toi, tu sais. Ouais, la femme a le choix de... Tu sais, si c'est elle, les symptômes sont complètement... l'empêchent de fonctionner, ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Elle peut décider une meilleure qualité de vie, même s'il y a un petit risque, je pense. Oui, puis encore là, avec quel type d'hormones, tu sais, petit risque. Fait que c'est pour ça que... Ouais. OK. Puis, la dernière question aussi, bien, on en a parlé finalement un petit peu, là, elle me demande comment on peut savoir si j'ai encore besoin de mes hormones bioidentiques. Bien, tu sais, si c'est votre intérêt d'essayer de les cesser puis de voir, essayez de les cesser. Moi, c'est sûr que d'expérience, ça va pas tout le temps super bien, mais si quelqu'un voulait, mettons, plus âgé, tanné, des oublis, peu importe, en haut de 75. En même temps, les femmes, on vit longtemps. Là. Fait que, pour moi, il n'y a pas d'âge de dire, ben là, tu un peu comme le dépistage là, du pap test. Là, tu as 69 ans, là, on va arrêter. Je veux dire, tu as encore de l'espérance de vie. Là. Fait que pour moi, c'est une question de qualité de vie. Mais si c'est vraiment son objectif de cesser, elle peut y aller en sevrage progressif avec une demi-pompe. Après ça, comme sur des semaines, là, voir, puis ça va bien. Mais puis, est-ce que pour l'homme, parce que je me fais souvent poser la question, ceux on diagnostique une andropause, puis là, sont hésitants à débuter l'androgel, parce qu'ils se disent, ben là, après, est-ce que je suis dépendante de ça toute ma vie? Est-ce que moi, je vais sécréter, mes testicules vont sécréter moins de testostérone? Fait que c'est quoi par rapport aux hommes? C'est-tu la même chose qu'après, il va falloir probablement qu'ils en prennent toute leur vie ou pas? De manière générale, c'est rare qu'à moins d'être des situations particulières ou justement des gens qui ont pris des doses puis qu'il y a une suppression de leur axe, par exemple, quelqu'un qui s'entraîne au gym puis qui se sont fait des injections et tout, là, bon, ça, c'est pas une indication nécessairement de traiter, mais c'est une population particulière. Donc, si une andropause, on parle de la sénescence d'un organe, il y a des bonnes chances que, ça revienne pas. C'est vrai qu'il y a certaines lignes directrices qui vont dire, par exemple, qu'on pourrait donner du HCG, qui est comment donner en même temps que la testostérone pour essayer de conserver la production. Mais ça, c'est plus chez les plus jeunes qui voudraient essayer de préserver la fertilité ou qui voudraient pas avoir des effets secondaires de diminution de la taille des testicules. C'est vraiment spécifique. Mais de manière générale, c'est sûr qu'en donnant de la testo, plus tu augmentes la dose, plus tu vas quand même diminuer ta propre production. Mais en même temps, tu es déjà dans une phase où tu as diagnostiqué en andropause parce que tu as une baisse de production. Là. Fait que, c'est ça. Ou bien que tu vis avec ta baisse de production, mais tu veux garder ta production naturelle ou tu t'en prends pour optimiser puis aider à prévenir quand même au niveau cardiovasculaire, il y a quand même des données. Là. OK. Puis, pour finir, en fait, je voulais juste qu'on parle un petit peu parce que moi, je fais beaucoup de PRP aussi, puis j'ai vu que tu en faisais au niveau vaginal, fait que ça a comme piqué ma curiosité. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un peu, c'est quoi les indications pour quel genre de femme qu'on opte pour ce traitement-là, puis qu'est-ce que ça donne comme résultat? Oui. En fait, le PRP en général, surtout en médecine esthétique, ça a été comment? Ben, il y en a plusieurs, avec 2 ans musculo-squelettique et tout, mais moi, j'en injecte aussi au niveau du cuir chevelu. On veut régénérer. On veut augmenter justement la vascularisation, augmenter le collagène, l'élastine, augmenter tout comme la vitalité, on pourrait dire, là, pour qu'il y ait plus de nutriments qui se rendent. Puis, pour ce qui est de n'importe où tu vas l'injecter, finalement, ton PRP, tu veux venir régénérer. Fait que c'est ça. C'est le micro-processus de micro-perforation, de micro-trauma qui va faire que tu vas venir aider. Guérir. Bon, tout ça. Fait que c'est ce qu'on veut faire, peu importe où c'est injecté. Ça a des bénéfices un petit peu différents. Quand on parle du O-shot, on va vraiment plus l'injecter au niveau du point G, justement, puis de l'élongation un peu de ton clitoris vers l'intérieur, là. Puis aussi au niveau du clitoris. Fait que c'est comme ces 2 zones-là qu'on va venir injecter à certains endroits spécifiques pour venir régénérer les tissus. OK? Fait que c'est un petit peu ça le contexte. C'est sûr que
avant de prescrire, en fait, prescrire, c'est pas prescrit, mais avant de suggérer ça, je vais quand même aller être sûre qu'il n'y a pas d'autres problématiques à ce niveau-là, là, parce qu'on s'entend que les problèmes d'anorgasmie, problèmes de libido, puis de là, tout mon petit background en santé sexuelle, là, parce que quand même, il y a plusieurs causes qui peuvent venir être avant ça. Mais mettons, quelqu'un qui serait tout optimal partout, là, qui n'a pas de syndrome génito-urinaire de la ménopause, ça va bien la relation avec le conjoint. C'est vraiment, on a l'impression qu'au niveau organique, en fait, physiologique, on trouve rien. Est-ce qu'on pourrait venir optimiser, par exemple, en essayant d'augmenter la vascularisation locale puis un peu les terminaisons nerveuses? Fait que c'est un petit peu ça l'objectif. On veut venir aider la peau, puis ça peut être injecté de différentes façons, mais c'est principalement plus dans les zones typiques, là, derrière le clitoris puis au niveau du point G. Mais il y en a qui vont l'injecter même en micropapule, par exemple, au niveau des grandes lèvres pour aider, tu sais. C'est ça. Fait que c'est vraiment c'est intéressant. Honnêtement, moi, je suis pas une très bonne vendeuse, là. Fait que je trouve souvent d'autres façons de bien optimiser ça. Mais j'ai des femmes que, quand j'ai commencé ma pratique, qu'on a fait la formation au shot aux États-Unis, j'ai des femmes qui ont commencé, on en faisait un petit peu plus au début. Mettons, je faisais moins d'hormonothérapie. Fait que j'avais peut-être moins de façons de les aider d'autres façons parce que j'ai comme développé certaines habiletés avec le temps qui fait peut-être que j'en fais moins parce que les femmes vont comment un peu mieux, je te dirais, de manière générale au niveau génito-urinaire depuis que je fais tout ça. Mais ça pour dire que j'ai des femmes qui ont commencé puis qu'ils ne jurent que par ça, là. Tu sais, qu'il n'y avait pas d'orgasme vaginaux puis qu'ils ont réussi à en avoir. C'est des success stories, là, que j'appelle un petit peu. Mais c'est sûr qu'en effet, je vais le combiner avec mon laser pour aider la muqueuse vaginale aussi. Tu sais, il y a plein de choses que je vais venir aider si les femmes répondent pas nécessairement aux estrogènes vaginaux qui peuvent être la première ligne de traitement. Moi, je suis vraiment, tu sais, je vais vraiment comme leur dire, ça, c'est toutes les options, les lignes directrices. Puis ça, si vous répondez pas, vous aimez pas ça, mettre des crèmes vaginales, ou vous aimez pas ça, tu sais, la testostérone aussi, je l'applique souvent au niveau de la vulve. Ça va aider, il y a des récepteurs, autant que l'intrarosal, la DHA vaginale va aider au niveau de la muqueuse. Les androgènes aussi, il y a des récepteurs androgéniques au niveau de la vulve. Donc, définitivement, il y a plein de choses que je peux faire pour aider la vascularisation puis les sensations à ce niveau-là. Mais les femmes qui ne voudraient pas nécessairement une option hormonale pourraient y aller avec, par exemple, un laser vaginal ou le PRP qu'on peut venir injecter à des zones spécifiques pour régénérer. C'est un peu ça le... J'entends les femmes dire, moi, ça doit faire mal, ça. Ça fait mais on gèle localement. Okay. Non, principalement. Ben non. Je te dirais que non. Parce que c'est une zone qui est assez sensible. Oui. Parce que vous y allez avec une aiguille. Oui, c'est ça, mes petites aiguilles. C'est la formation qu'on a eue. Puis, tu sais, moi, vu que j'injecte aussi j'ai de la toxine botulique, là, fait que j'ai des micro-aiguilles à toxine botulique. Puis, en plus, il y a des points où est-ce qu'on va anesthésier là, au niveau du capuchon clitoridien. C'est pas super. C'est vraiment bien toléré. OK. Ouais. Puis, y avait-tu d'autres traitements, d'autres choses que tu utilises que tu voulais nous parler aujourd'hui? Tu as fait le survol des lasers aussi? Oui, ben c'est plus dans la médecine esthétique, là, dans le fond, que fait le laser au niveau visage, écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler, mais tu sais, au niveau de la médecine esthétique, c'est comme un autre domaine. Mais sinon, au niveau vaginal, il y a le MCLA aussi, là, la chaise pour l'incontinence. Parce que j'en ai eu quand même des femmes... comme je te dis, je suis vraiment pas une bonne vendeuse dans la vie. J'essaie toujours d'y aller avec le Vagifem, les crèmes d'estrogène, la physio, mais les femmes qui sont dans mon bureau, là, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, le Kegel. Ils l'ont fait, tu sais, le Kegel, ça, ils ont fait leur périphyte, là, ça n'a pas marché, tu sais. Fait que c'est quand même le fun qu'il peut y avoir d'autres options, quand même. Puis le MCLA, ce qui est le fun, c'est que c'est une chaise, ils sont assis dessus, puis ça envoie des ondes électromagnétiques. C'est comme si tu faisais 11 000 Kegel sans avoir à faire l'effort. Fait que ça fait la job pour toi. C'est 28 minutes la séance. Okay. Fait que c'est comme la séance équivaut à peu près à ça. Puis il y a 6 séances, ça se passe de plus ou moins 2 jours entre chaque séance. Fait que il y a vraiment des femmes qui étaient plus capables de faire de l'équitation. J'en ai vraiment des histoires à succès là, quand même. OK, fait que c'est ça fonctionne bien. Parce que le laser Diva aussi va aider l'incontinence, mais c'est vraiment boosté pour la lubrification. Mais j'ai des protocoles que j'ai développés plus pour incontinence versus lubrification versus... Mais quand le plancher pelvien est faible, tu sais, t'as beau aider la muqueuse vaginale. Fait que c'est pour ça que les deux en collaboration, j'ai vraiment... Puis, il y a des femmes qui me demandaient justement pour cette technologie-là, si elles ont eu déjà la chirurgie, par exemple, sur la hamac ou les bandelettes, elles peuvent quand même faire... Oui, pas de problème. OK. Parce que justement, c'est faible, fait qu'il faut venir le renforcer, même s'il y a eu une chirurgie. Oui, c'est ça. Ça dépend de... Là, on parle plus pour l'incontinence, mettons, pour le MCLA. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il n'y aurait pas de contre-indication là, à le faire, là. Ce serait juste des implants métalliques là, qu'on ne voudrait pas parce que c'est quand même un champ électromagnétique, mais habituellement... OK. Bien, merci pour ton temps. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à parler. Fait que merci d'être venu puis de t'être prêté au jeu. Ça me fait plaisir d'avoir reçu tout ça puis que le public puisse aussi le recevoir. Bien, ça fait plaisir.
J'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis surtout que ça vous a aidé à mieux comprendre les différentes transitions de vie que vous pourriez vivre, que ce soit ménopause, comme on a dit chez la femme, périménopause, mais aussi chez l'homme, l'andropause, on en a parlé un petit peu, puis la transition de genre. C'est toutes des transitions qui sont super importantes, puis les études le montrent. Chez la femme, par exemple, ça dit qu'une femme sur deux ne se sent pas préparée à cette transition-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a pas parlé de tout, mais j'espère que ça vous a quand même aidé à mieux comprendre comment ça se passe, les symptômes que vous pourriez vivre, puis aussi les différents traitements qui s'offrent à vous si jamais vous avez trop de symptômes puis que c'est difficile à vivre. Donc, n'hésitez pas à commenter. Moi, je serais curieuse de vous recevoir sur qu'est-ce que vous avez appris. Puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Donc, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.